Est-ce que les grands crus de Bordeaux sont en train de mourir? Peut-on faire vraiment beaucoup d'argent en investissant dans le vin? Est-ce que les jeunes de demain vont abandonner la consommation de vin pour boire de la bière, du maté ou du kombucha? Aujourd'hui, je suis avec Thomas Hébrard pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Thomas. Salut Louis. Est-ce que tu as pris un peu toi des bâtons dans les roues? En fait, les gens, ils sont opportunistes. Ils disent, mais attends, mais j'en profite. Je garde de très bons liens avec lui, même si c'est super dur. Et bien sûr, ouais. ça me permettra de picoler gratos, quoi. C'était la belle époque. Je bois alors que j'ai pas le droit de boire là. Alors, On en parlera après, mais bon, bref, va te faire foutre. Chin. La tienne. Donc Thomas, entrepreneur bordelais, par ta famille, ancien propriétaire du château Cheval Blanc, fondateur de YouWine, la première plateforme d'investissement de grands crus à avoir reçu un agrément de l'AMF. Tu es également ingénieur, ultra-trailer, et tu es l'un des seuls à faire bouger les lignes à Bordeaux dans un monde qui est un petit peu traditionnel. Dans Sans modération, on discute sans modération, mais le vin, lui, est à consommer avec modération. Et ça tombe bien, ici, le vin, on l'aime, on le déguste et on le défend. Juste pour préciser, aujourd'hui, on va déguster quelques vins que tu nous as ramenés, Thomas. On en parlera un petit peu après dans le détail. 3 couleurs, rouge, rosé et blanc. Et puis, on a quelques petits fromages de la maison Lichette que je suis allé récupérer tout à l'heure pour accompagner ces petits vins et passer un bon moment tous les deux. On va commencer par un petit jeu de positionnement, c'est-à-dire que je vais te poser des questions et tu vas répondre par oui ou non. L'idée, c'est pas de développer, si tu as vraiment envie de développer en 2-3 mots, tu peux, mais c'est un oui-non express. Ça va permettre de mieux te connaître et puis derrière, on embrayera sur des questions un peu plus poussées. Alors, Thomas, je suis héritier d'une grande famille viticole bordelaise. Oui ou non? Je souhaite profondément réinventer l'industrie du vin. Oui. Le vin est un actif financier. Plus maintenant. Le marché des grands crus va bientôt s'effondrer. Non. Je suis un grand sportif qui boit beaucoup d'alcool. Oui. Je suis le premier au monde à avoir créé un service d'investissement dans le vin agréé par un régulateur financier. Oui. Je suis patriote. Oui. Le marché des grands crus est une mafia opaque à Bordeaux. Ah, mafia, c'est dur, mais il y a beaucoup d'opacité, oui. Je pense que les meilleurs vins du monde sont français. J'en suis convaincu. La spéculation des grands crus va tuer l'industrie. Non, ça va les tuer eux. Un vin à 1000 € est forcément meilleur qu'un vin à 10 €. Non. Les Chinois n'y connaissent rien en vin et achètent à n'importe quel prix. Non. Je déteste le vin sans alcool. Je pense qu'il y a des progrès techno à faire, mais à date... oui ou non? Oui. Ok, Oui. à date, oui. Oui. Ok. Et je crois, pour finir, je crois en la wine tech. C'est très très important l'innovation, donc oui. Ok, très bien, super. Bon, Thomas, on en apprend un peu plus sur toi. Donc, tu es ingénieur de formation. Tu as fondé une société qui s'appelle YouWine, qui est une plateforme d'investissement dans les grands crus. Tu nous en parleras un petit peu après. On va parler vraiment aujourd'hui d'investissement dans les grands crus parce que c'est quelque chose qui est possible, qui a été possible, qu'il sera à l'avenir. Voilà, on parlera de Sur des rendement, modèles etc. différents, ouais. Voilà, avec plein de modèles. Donc on en discutera après. Alors je vais entamer une question, on va commencer à parler un petit peu plus de ton histoire, Thomas Hébrard. Donc j'ai une question moi. En 1998, ton père et ta famille vendent le mythique château Cheval Blanc à LVMH pour 131 millions d'euros. Est-ce que ça change une vie? Est-ce que ça change une vie? Ça crée des valeurs, des fondamentaux qui sont très puissants et qui font aujourd'hui peut-être les origines de mon combat à vouloir contribuer à bâtir le monde du vin de demain. Effectivement, aussi au niveau financier, j'ai eu la chance d'être éduqué dans un milieu plutôt aisé, mais ça n'a pas changé fondamentalement parlant, moi, ma façon d'être et d'aborder la rigueur du travail et le combat que j'ai dû mener. J'ai peut-être eu plus de freins de mon père à rentrer dans le monde du vin que n'importe qui d'autre. Bah après, on le voit, t'es pas le seul à avoir eu d'une certaine manière une part d'un héritage comme ça. Les autres, pour autant, n'ont pas forcément été entrepreneurs. Toi, tu as décidé de prendre ce pas, de créer ta propre entreprise. Je n'ai pas repris les business familiaux. Ouais. Parce que vous êtes plusieurs frères et sœurs, peut-être? Oui, on est 4 dans la fratrie. Je suis l'aîné. Mes 2 frères derrière moi sont aussi dans le vin. Ouais. Et eux, ils ont fait les formations dedans. J'en ai un qui travaille pour un très gros négociant à Bordeaux, il est directeur des achats, et l'autre qui travaille avec mon père au Château Trianon.
Donc ils sont tous restés quand même dans l'univers du vin. Vous êtes, Ah, moi, j'étais. Et ouais. ma petite sœur, elle a une formation d'infirmière. Aujourd'hui, elle bosse dans une start-up dans la medtech. Ok. Et moi, en fait, je ne me destinais pas du tout à travailler dans le vin parce que je voulais fabriquer des avions qui est le pilier Ébrard, en fait. Les Ébrard, c'est plutôt l'aéronaval. Ok. Et la partie viticole, elle est arrivée de ma grand-mère paternelle, qui D'accord. est une héritière Faucoul-Sac. Et elle a hérité du domaine ou enfin, ils l'ont acheté Alors, non, 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 les origines familiales dans le vin, c'est 1832. Ok. Moi, je crois beaucoup à ce qui nous constitue, vient des générations passées. On a des éléments génétiques et donc nous, on a vraiment cette culture vin depuis toujours. Et elle était copropriétaire avec trois de ses sœurs. Et toi, personnellement, donc, t'as grandi ou t'as passé des vacances à Cheval Blanc? C'était un peu ton jardin, du coup, Alors, ou- la particularité de moi, ma famille, donc mes grands-parents, Cheval Blanc, c'était leur maison. Ok. Et donc j'y allais, mais comme quand t'es enfant, tu vas dans la maison de tes grands-parents. T'es gardé l'après-midi parce que y a pas classe l'après-midi. Tu vas les week-ends prendre le poulet du dimanche et tu fais pas attention aux choses parce qu'on t'éduque pas du tout dans la valeur de ça. Oui, c'est une grande maison, mais tu t'en rends pas compte. C'est juste la maison de tes grands-parents. Et finalement, grandir dans une famille liée à un monument du vin comme Cheval Blanc, qui, je le rappelle, a été racheté ensuite par Bernard Arnault et Albert Frère, je crois, Ouais. qui l'ont revendu ensuite à LVMH. Ouais, c'est ça. C'est une chance ou c'est une pression ou les deux ou- J'ai pris conscience de ce que représentait Cheval Blanc le jour où j'ai voulu me l'acheter pour ma propre consommation. Lorsque j'étais jeune actif, moi j'ai commencé à travailler dans le conseil juste après mes études en 2009, début 2009. Et avec mon premier salaire, j'ai voulu me créer ma propre cave à vin. Et donc, évidemment, tu as envie de faire un peu mimétisme et donc de racheter les vins que tu as la chance de consommer dans ton réseau personnel. Et t'imagines, les vins, c'est des crus classés à Bordeaux. Et donc, tu veux aussi renouveler ta cave, que te créer ta cave et donc acheter ces vins-là. Et en fait, notamment les vins de Cheval Blanc, et donc à l'époque, on était sur les primeurs 2008, et j'ai pris conscience de la valeur marchande de ces bouteilles à ce moment-là. Ça valait Avant, combien, Cheval Blanc, à l'époque? à l'époque, dans les années 90 Alors ou... oui, alors pendant la Ah, vente, au moment de la vente, déjà, par exemple, ça peut être intéressant. faut savoir, dans les années 90, tu étais sur des bouteilles autour des 50 euros. Pour Cheval Blanc? Tout, c'était ça. Ouais, Ah ouais, d'accord. Putain. Ouais, la FIT Ça était un vaut, peu plus élevée. Ouais. ça vaut quoi sur les grands millésimes aujourd'hui en prix retail? Ça vaut. On en reparlera après, mais c'est qu'il y a vraiment deux marchés. Il y a la spéculation et il y a la consommation. Et je pense que dans le vin, de toute façon, si on ne lit pas les deux, c'est un énorme fail. Donc Ok. on en parlera plus tard. Mais oui, non, c'était des prix qui étaient plutôt, tu vois, la FIT, c'était plutôt autour des 100, 150 euros, quoi. Ok. Qui était quand même a toujours été un peu déconnecté, un peu au-dessus du lot. La FIT, c'est le mythe à Bordeaux. Pétrus, beaucoup plus niche, mais... Et donc ça, c'est des bouteilles que j'ai eu la chance de déguster relativement jeune. J'ai même eu la chance aussi, pareil, d'hériter à partir de nos 18 ans, nos grands-parents, c'était une manière de nous transmettre quelque chose. Au lieu de nous donner un chèque, ils nous donnaient 12 bouteilles, 6 bouteilles. Et c'est que des premiers crus classés sur des millésimes absolument incroyables. Donc j'ai tout bu. T'as bien, c'est non, bien. c'est un cadeau, hein, c'est fait pour être Ouais, bien profiter sûr. avec les amis. Donc tu as 25 ans, tu te retrouves avec des bouteilles incroyables, tu t'en fous de la valeur, vraiment. C'est le plaisir, le partage. Et voilà, et donc après, forcément, tu finis ces stocks, tu as envie de les renouveler et créer la même histoire aussi pour tes enfants. Et Youwine est né un peu de tout ça. Il y a vraiment ce côté dans le vin, transmission, hérédité. Alors, je parlais avant de cession du domaine, etc. C'est un sujet qui revient souvent parce que les domaines, même dans le foncier, ont pris énormément de valeur. J'ai vu un réel là, d'un entrepreneur qui a créé une licorne française qui a dit une phrase que... Alors, je ne sais pas si elle est juste ou pas, mais je pense qu'elle est intéressante à débattre. Il dit, lui, moi, si j'étais au gouvernement, je taxerais beaucoup moins les entrepreneurs pendant leur activité, enfin pendant qu'ils sont vivants finalement. En revanche, donc je sais pas, taxer sur une flat tax à 10%, j'en sais rien. En revanche, je surtaxerai par contre l'héritage. Comme pour dire en fait la méritocratie, tu dois dépenser, créer de la valeur quand tu es encore un entrepreneur, quand tu es encore vivant. En revanche, ce que tu donnes à tes enfants, derrière, soit c'est un désavantage ou un avantage par rapport aux autres, mais voilà, je sais pas ce que tu penses de ça. C'est déjà la vente de Cheval Blanc est née de l'ISF. Hein. Ouais. Souvent c'est ça. Hein. On peut pas forcément, on est obligé de revendre le domaine parce que les frais de succession sont beaucoup trop gros. Et voilà, c'est exactement ça. Il suffit juste que tu as une famille, une partie est plutôt minoritaire qui est un peu opportuniste
Et derrière, un Bernard Arnault est quand même très puissant pour essayer de séduire certaines personnes quand il est vraiment attaché à racheter un actif. Non, aujourd'hui, moi je suis plutôt favorable à dire non, on travaille pour transmettre. Donc en plus je suis témoin de ça, c'est un drame. Mes grands-parents paternels sont décédés. Ma grand-mère, qui est décédée il y a 2 ans, 3 ans, je sais, à 99 ans. Son seul échec dans sa vie, parce que mes grands-parents ont une vie absolument extraordinaire, ils n'ont pas été que dans le vin au départ, hein, ils ont trotté partout dans le monde. C'est plutôt la fin de carrière au Cheval Blanc. Et son seul échec de sa vie, c'est la vente de cheval. Ouais. Et donc, ça déchire une famille. Il y a une partie de mes grands-oncles, cousins que je ne vois plus et qui est. Donc, Par non, rapport à l'argent, c'est ça, quand tu as une telle somme non, qui est... l'actif, c'est vraiment... Non, il faut... Moi, je suis convaincu, si on est sur une logique un petit peu globale, il faut défendre ses actifs. La France l'actif premier, c'est l'agriculture, la viticulture évidemment dedans. Il faut défendre ça. Après, il y a l'industrie. Il faut se battre pour ses actifs. Après, on peut rajouter des piliers derrière, mais c'est très très important de préserver des choses, des acquis qui sont derrière, les faire évoluer avec les nouvelles technologies, les nouvelles tendances et tout, mais il faut préserver ces actifs. Là. Donc à ce que je t'ai dit avant, surtaxer l'héritage, toi t'es plutôt contre. Ah maintenant, je suis complètement contre. Par contre, favoriser le réinvestissement, l'entrepreneuriat, là oui, mais non, on est là quand même, on veut transmettre des choses. Ta maison, t'es propriétaire, tu veux qu'elle soit pour tes enfants. Ouais, bien mais sûr. il faut pas favoriser le laxisme aussi derrière, ça c'est l'éducation. Et en fait, j'ai entrepris parce que aujourd'hui, c'est mon combat, clairement, je le fais un peu pour ma grand-mère, parce que je veux qu'on essaie de créer autre chose. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, c'est un drame, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, pour ta famille d'avoir vendu. En revanche, le profil de l'acheteur, j'ai une question là-dessus. Donc après LVMH, Kering, là il y a par exemple plus récemment le groupe Clarins qui a racheté un grand cru de 6 hectares contre 75 millions d'euros, château du Folagos. Beau Séjour. Ouais. Donc ça valorise 1 hectare à 12 millions d'euros, c'est énorme. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, que les grands groupes de luxe rachètent les domaines viticoles français ? Alors moi, je n'ai absolument rien à dire sur ceux qui rachètent. Et même ceux qui veulent vendre, si c'est une volonté, hein, voilà, c'est une entreprise, si c'est un choix collectif, oui. Par contre, si c'est à cause de taxes qu'une famille doit se déchirer pour pouvoir vendre parce qu'il faut payer des droits derrière, non, ça je suis pas favorable. Je pense qu'il faut un mix de touches, qu'il y ait des institutionnels qui soient propriétaires de vignobles, c'est très bien. Et peut-être qu'il y a un peu plus de moyens justement pour tirer la filière vers le haut. Et donc c'est un peu leur rôle. Dans ce cas-là, je leur donne une responsabilité à essayer de changer le système, mais il faut qu'on puisse préserver des propriétés familiales pour ceux qui ont envie que ça reste familial. Alors pour parler un peu plus du marché global des vins spiritueux, alors peut-être même celui que tu connais, celui de Bordeaux, les gens ne savent pas forcément, le consommateur lambda, il a une bouteille de vin. Comment tu résumerais en une phrase le marché du vin ? Les fondamentaux de la vente d'un produit, quel que soit le produit, on pourra aller dans le détail derrière, ne font pas aujourd'hui partie des codes du vin. Vendre un produit, tu vends, je sais pas, tu vois, une fourchette. Vendre une fourchette, tu as toute une chaîne de valeur. Tu as quelqu'un qui produit la fourchette, il est responsable de la qualité de son produit, et derrière, c'est lui qui est responsable de la qualité de sa chaîne de distribution. Derrière, tu vas avoir un grossiste. Le grossiste, le but, c'est faire du volume pour limiter ses frais logistiques et tout, et les vendre à des détaillants. Et ensuite, tu as des détaillants. Tu peux avoir des intermédiaires, tu vois, s'il y a des courtiers, des intermédiaires, pour moi, ils sont pas actifs dans le flux de marchandises, et ils prennent pas grand-chose finalement dans tout le flux de marchandises. Ce qui est important, c'est vraiment cette chaîne-là, où tu as un producteur d'un produit, un grossiste et un détaillant. Déjà, la chaîne du vin a été beaucoup trop intermédiaire, je pense qu'on peut rester sur ce schéma-là. Le problème d'aujourd'hui, c'est que, je vais te donner les fondamentaux. L'élément clé, c'est que celui qui fabrique le produit, il doit maîtriser plus que tout sa distribution et notamment les prix de vente. Et l'omnicanalité, qui est une force du vin, c'est génial. La globalisation, c'est génial. Mais un prix retail offline, online, donc sur Internet ou en cave, ça doit être les mêmes. Et je mets le GD derrière. Alors ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent ? Donc un château, peu importe à Bordeaux, va produire le vin. Il va le vendre du coup à un intermédiaire, un grossiste qui est un négociant du coup. Ou même un importateur. Moi je suis plutôt, si on parle de ça, à ouvrir à tout type de grossiste. Je n'ai pas de problème à ce que la place de Bordeaux soit ouverte à d'autres grossistes qui peuvent être des importateurs. D'accord. Et ensuite le vin est revendu à des détaillants à l'export en France, etc. Et qui fixe le prix du... Pour moi c'est au produit de fixer les prix.
Donc avant d'aller dans le vin, je te donne les 3 fondamentaux, comme ça c'est très clair, et après on peut aller dans le détail. Donc le premier, en tant que produit, tu dois maîtriser plus que tout ta chaîne de distribution et notamment les prix de vente. Le deuxième, c'est de l'innovation. Il faut innover à la fois pour optimiser les flux de marchandises, donc l'innovation sur la logistique, mais l'innovation surtout derrière sur le produit de vente final, la manière de le concevoir, la manière de le marketer, la manière de le distribuer. Ça, c'est hyper important parce que le monde évolue et les consommateurs évoluent. Sinon, tu perds une nouvelle génération de clientèle. Et le dernier point, c'est une connaissance, mais absolue, à chaque instant de ton client final. Il faut qu'on ait un rapport sexiness prix. J'ai la chance d'être coaché par un des anciens CEO de Moët & Cie. Et tout ça, j'en ai débattu avec lui. Et derrière, il est très important de connaître son client final et de savoir si on a ce rapport, ça ce sont ces mots, sexiness, prix. Donc prix qui correspond à un pouvoir d'achat. Parce que là tu es en train de dire qu'à la différence de la Champagne, à Bordeaux, le château ne connaît pas son client final. Ah mais absolument. Et tu as bien vu une filière qui pour moi aujourd'hui est beaucoup plus virtueuse dans ses fondamentaux, qui est le champagne. Le vin, la filière vin, et c'est mondial, c'est en France, c'est partout dans le monde, elle n'a pas le fondamental numéro 1, le fondamental numéro 2 et le fondamental numéro 3. Si aujourd'hui il y a une déconsommation de vin, c'est pas la faute du consommateur, c'est de notre faute, c'est la faute du système. Voilà, on en reparlera après derrière. J'ai essayé de le changer et de proposer une alternative dès 2022. Non, mais c'est intéressant. Donc, toi, tu arrives là-dedans, donc dans un marché de Bordeaux qui est, on le disait sans développer tout à l'heure, mais un peu opaque, beaucoup d'intermédiaires, une distribution qui est selon toi, mal pas de marge agencée. Structurelle. Le primeur était un système qui répondait au fondamental numéro 1, qui était une maîtrise des prix. Parce que quand on vend la vente primeur, c'était dire le château qui vend à 100, un point de référence à 100, il dit voilà, vous, donc négociant, je vous le vends à 100, vous le vendez à des grossistes derrière, des importateurs, distributeurs à 120, et le détaillant, il vend à 140. Structurellement, il n'y a pas suffisamment de marge. Un détaillant, quel que soit le produit, il a besoin de 40% de marge. Tu les as même pas sur ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la vente des primeurs a été très peu commercialisée en retail, notamment au grand export. C'est des gens qui sont allocataires qui me permettaient de vendre en primeur. Mais qui fait de l'argent dans ce système de Bordeaux? Elle est où la marge? Il y a bien de la marge qui part quelque part. Alors, il y a peut-être les grands crus et les petits vins, il y a peut-être des différences. Il y en a eu sur un effet qui faisait que le système tenait. Et attention, ce que je dis là, on parle de Bordeaux, mais il s'applique à tous les vins du monde. C'est vraiment le système, il est partout dans le monde, et je n'ai absolument rien au niveau personnel sur le château, le négociant ou le détaillant ou le consommateur. Je vise le système, moi je critique les systèmes. Et donc c'est la même chose. Le truc, c'est que structurellement, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de culture à mettre de la marge. Et derrière, à maîtriser la marge, on laisse le marché ouvert faire. Ça veut dire que le château pense à lui. Dire moi, mon objectif, c'est passer ma bouteille de 70 à 80 euros. Je l'ai entendu de certains châteaux. Et vous, messieurs négociants, vous allez faire passer ça. Lui, en valeur absolue, il se dit moi, j'ai mes 20 points. Et en plus, c'est même pas une marge, c'est un markup derrière. Donc, j'y gagne plus. Le courtier aussi, comme il a 2% sur ça, plus le prix de départ monte, plus en valeur absolue, il est gagnant. Et après, on se retrouve avec des importateurs et distributeurs qui doivent se battre derrière. Et pourquoi le système a tenu alors que structurellement, il n'y a pas de marge? C'est qu'il y avait ce que j'appelle de la valorisation naturelle du vin. Les prix des bouteilles montaient dans le temps, suivant 2 caractéristiques, une raréfaction, une demande supérieure à l'offre, et avec une raréfaction qui est due à la consommation. Et l'autre élément aussi, qui est pour moi un peu plus bullshit, même quoique vraiment réel derrière, c'est le gain de qualitatif du vin. Mais est-ce que c'était un argument pour la montée des prix? Je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est une évidence que les vins avec l'âge, surtout les grands Bordeaux, gagnent en qualité. Et donc en fait, on se retrouvait, moi le modèle d'économie de Youwine était basé là-dessus, sur le 120 que j'avais au départ, mon objectif c'est que ça passe à 240. Et dans le worst case, parce que j'avais analysé toutes les performances de 1990 à 2010, parce que j'ai commencé à investir dans le vin à partir de quand j'ai commencé à faire ma cave à partir de 2009, et ensuite j'ai continué à récupérer vraiment de la data jusqu'en 2015, mais j'ai vraiment construit le modèle économique jusque-là. Dans le worst case, j'étais à plus 60% de performance par rapport aux fameuses 120, donc au prix B2B. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une bouteille qui est vendue à Bordeaux au-dessus du 100.
Ok. Alors, on reparlera vraiment dans le détail des performances économiques, des vins, etc. dans le chapitre d'après. Moi, j'ai une question parce que là, du coup, toi, tu t'attaques, Thomas, à un système qui est déjà mis en place depuis des siècles de négociants. Certains, j'ai pas utilisé le mot au hasard, parlent de mafia des grands crus dans un bouquin que j'ai lu il y a pas très longtemps. Est-ce que tu as pris un peu, toi, des bâtons dans les roues ou tu te fais On tu te fais un peu voit. bâcher ou... Non, c'est les gens sont curieux de ce que je peux raconter. C'est vrai que je suis vu comme un turbrion à Bordeaux. J'ai assez peu de détracteurs. Non, c'est plutôt curieux. En fait, les gens ont tendance à ce que je dis, c'est des évidences, il y en a en fait qui disent mais écoute Thomas, surtout ça d'ailleurs qu'on me dit, c'est mais attends mais tu vas pas changer le système. C'est comme ça. En fait, les gens, ils sont opportunistes. Ils disent, mais attends, mais j'en profite. Tu vois, typiquement la spéculation. J'ai pris conscience il y a un petit mois d'échanges avec des courtiers en disant, mais attends, mais ces premiers crus classés, ça fait depuis les années 90 que les bouteilles sont pas bues. Donc tout le monde était un peu en conscience, soit de la naïveté derrière, ou non, plutôt de l'ego à dire, ah non, il y a tel château qui monte en prix de vente, mais moi je suis de la qualité équivalente, je m'estime être du même niveau et tout. Si lui il monte, je dois monter, sinon je vais être décorrélé. Et que tu sois premier cru classé. Il y a un peu un ou effet grand mouton, cru, en gros. Quand il y en a un qui fait un truc, tout le monde... bah voilà, tout le monde suit. Sauf que bah t'es pas obligé de suivre. Ouais. Et ça, je l'ai entendu même de grands domaines en disant je suis de premier cru classé, je suis obligé de suivre les airs, sinon je sais que je vais être déconnecté. Et donc en fait, il y a eu un peu ce jeu de dupe en conscience, dire bah moi de toute façon dès que j'ai vendu les bouteilles, bah ça y est, c'est plus mon problème quoi. Et bah non, moi je dis c'est faux. Au contraire, pour moi, le domaine doit se responsabiliser. Si le distributeur final perd de l'argent, derrière, il vend à perte, il n'est pas content parce que bah, les prix sont cassés, notamment par le web, la GD, les foires au vin et tout, et ce qui a fait d'ailleurs qu'il y a eu le Bordeaux bashing, hein. C'est pas une histoire de qualité, hein, c'est une histoire juste de marge que non plus les distributeurs, mais c'est la faute du château pour moi. Et c'est à lui de se remettre en cause. Ben voilà, il n'y a pas cette culture-là dans le vin. Donc toi, tu lances après, dans ce contexte-là, U-Wine en quelle année? Merci. Je crée la société en 2010. Je commence à avoir ce modèle d'investissement et distribution. Tu m'as introduit en disant qu'on faisait de l'investissement dans le vin. Moi, je fais ce que j'appelle de l'asset. On a parlé beaucoup d'assets, tu vois, de l'asset private equity. Chine. À la tienne. Donc Et là, merci c'est un de me rosé. recevoir et de cet échange. Ouais, bah, je t'en prie. Donc rosé U-Wine, on en parle après. Ouais. C'est un vin que tu viens de lancer. On a quelques fromages ici, donc désolé pour les Exactement. auditeurs de vous mettre l'eau à la bouche si vous nous écoutez, mais on va se On régaler. va pas faire rouler le vin en bouche ou pas Ouais. trop pour Non. éviter les bruits. On appelle ça grumer, c'est ça? Ouais. Donc ouais, 2010, investissement dans le vin, on parlait. Donc je commence en fait en 2009, je travaille, j'ai mon premier boulot de consultant. Tu changes d'un statut d'étudiant, moi j'ai fait 6 ans et demi d'études, jeune actif, donc tu as besoin de rien et tu gagnes ton premier salaire. Donc, et là je prends conscience, je me dis Thomas, déjà tu mets les impôts de côté parce qu'à l'époque on n'avait pas le prélèvement à la source. Et je me dis si tu mets pas un peu de côté chaque mois pour te créer ta cave personnelle, tu n'auras pas de cave. Et là les primeurs arrivent parce que je savais que c'était les prix les plus intéressants. Mon père à l'époque était négociant, je lui dis écoute papa, je veux me créer ma cave, c'est sérieux, tout ça, envoie-moi tes prix catalogue. Donc on était sur les millésimes 2008. Top performer chez nous. J'ai des clients qui ont fait du 28% net annuel. Donc, comme quoi. 28% net annuel. Ouais, en 5 ans, tout rond. Waouh, ok. Ouais. Ah non, la belle époque. C'était la belle époque. Et pourtant, je trouvais ça déjà très cher. Et donc, je me suis dit, bah, ces premiers crus classés, même ces grands crus, tu vois, quand tu es 20, 30, 40 euros et 100, 150, 200 euros pour les premiers crus classés, bah, tu te dis, bah ouais, c'est un peu cher. Mais tu vois que les vins, finalement, ils se valorisent dans le temps, cette fameuse valorisation naturelle. Donc, je me dis, pourquoi pas acheter plus que mon besoin de consommation. J'en vendrai une partie et ça me permettra de picoler gratos, quoi. Screen cave et picoler gratos. C'est ce que faisaient les Anglais d'ailleurs à l'époque. C'est le système où en primeur, j'achète 2 caisses, une pour ma consommation, une pour l'investissement qui est censé financer ma consommation. Voilà. Alors les Anglais, ils ont industrialisé ça. Les Français, bah moi mes grands-parents ont fait ça, mon père a fait ça aussi. Et il y avait ce côté que j'ai vécu, que j'ai connu, patrimonial, à transmettre après des bouteilles, des vins avec des millésimes évolués. Donc tu as vraiment l'éducation plus, pas la valeur du produit, sur des qualités des millésimes qui ont 30, 40, 50 ans, des grands sauternes, des grandes bouteilles. Et donc moi je trouve que ça a des vertus absolument incroyables. Et donc les Anglais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont industrialisé ce modèle-là. Mais depuis des centaines d'années, hein, BBR, c'est une boîte qui a plus de 200 ans. Donc ils étaient vraiment précurseurs dans ce qu'on appelle la gestion sous mandat de cave.
Et en France, ça n'existait pas trop. Il y a eu des tentatives avec Ficofi, mais ça s'est vraiment accéléré à partir de, tu vois, 2009. Il y a quoi? Il y a la crise financière. Subprime, ouais. Donc le subprime. Derrière, tout le monde veut fuir Les actifs, traditionnels, financiers, et ils veulent aller sur des choses beaucoup plus tangibles. Et surtout décorréler des marchés financiers. Et là alors t'as l'or évidemment, mais t'as le vin qui était vraiment en plein boom. Et c'est là où je vois forcément des modèles opportunistes qui débarquent. Moi je commençais tout juste à investir à construire mon modèle économique. Après tu te retrouves, parce que j'ai commencé, on était 5 copains, à acheter sous le nom Thomas Ebrard. Là je me dis, j'ai dit 15 copains, donc tu vois modèle économique, tu vois l'engouement derrière. Et donc c'est là où je dis, je vais monter une structure. Je vois ces modèles à côté que je trouvais assez farfelus. En plus de ça, le site internet 1855, tu t'en rappelles, le avait scandale, un vrai scandale, et j'entendais évidemment ce qui se passait, mais il n'avait pas encore fondu les plombs. Moi j'ai toujours voulu connecter l'investissement avec une distribution derrière, et évidemment j'avais prévu de la faire digitale, donc vendre des primeurs et ensuite des vins sur internet avec ce scandale derrière. Je me suis dit, écoute, il faut que tu te protèges, que tu protèges tes clients, que tu montres que tu es un gars bien aussi, donc en mettant quelque chose d'un peu plus robuste. Et donc, je suis allé voir l'AMF. Et ça, je l'ai fait ça dès 2011. Et évidemment, il faut beaucoup de naïveté pour faire ça, parce que tu vas voir l'AMF, tu te dis, voilà, et ils te disent, ok, c'est génial, mais vous mettez tout en stand-by, parce que tu n'as pas le droit de commercialiser un produit financier tant que tu n'as pas ton tampon, quoi, AMF. J'ai vu qu'il fallait des avocats très brillants derrière. Je vois les tours à la Défense, parce que j'habitais à Paris. Mais personne ne l'avait jamais fait. Tu es allé voir l'AMF. Ouais. Mais il y avait c'est quoi, l'intermédiation en biens divers? C'est exactement ça. Et en fait, c'est des vieux textes qui sont, je crois que c'est des 70, 80, et ils ont récupéré ça pour nous mettre dans une case. Et d'autres l'avaient fait sur quoi? Sur les forêts? Mais en fait, il n'était pas exploité du tout. Non, c'est toujours son modèle de fonds. Nous, on n'est pas un fonds, on est un modèle de gestion d'actifs, en fait. On gère des caisses de vin pour le compte de tiers. Donc ça veut dire que, si je résume bien, toi, les clients te donnent un mandat pour pouvoir gérer leur cave, et le but, c'est de la faire fructifier. Tu achètes pour eux, tu revends pour eux, etc. J'ai une stratégie d'achat pour eux. C'est du wine asset management. Ouais, c'est exactement ça. Je stocke pour eux. Alors après, tu as des spécificités, certains ont et d'autres pas, mais nous, on permet d'acheter et de stocker en suspension de TVA, ce qui permet en tant que particulier de ne pas perdre les 20% de TVA lors de la revente. Dans les années 90 et tout, les particuliers, ils n'en avaient rien à faire parce que ces 20%, c'était rien par rapport aux performances que tu peux avoir derrière. Ouais. Une bouteille achetée 40 € qui va 15 ans après 200 €, tu vois, ta performance, tes 20 €, tes 20% sur la TVA au départ, c'était insignifiant. Et donc nous, on est vraiment un achat en suspension de TVA, donc il y a tout ce modèle fiscal par rapport à l'actif qu'il fallait gérer derrière. Et ensuite, tu fais la livraison ou la revente. Voilà, c'est ça, on est un vrai mandataire de gestion. Et donc là, tu vas voir l'AMF. Appelle ça intermédiation en biens divers. Ok, donc là, tu vas voir l'AMF, c'est quoi, des mois, des années de... J'ai mis 4 ans. Ok. J'ai 4 ans de discussion avec eux, je leur ai dit, écoutez, est-ce que je peux continuer quand même en mode friends and family mais juste, c'était pas pour faire du business, parce que je travaillais toujours dans mon cabinet de conseil, dans lesquels j'étais en transparence avec eux sur le fait que je faisais de l'extrapreneuriat. Moi, j'étais consultant en stratégie et management. J'ai une boîte dans le vin, ça les amusait plus qu'autre chose. Okay. Et au contraire, ils suivaient un petit peu ça derrière. Donc, je leur remercie parce que ça m'a permis de tenir pendant toutes ces années. Les premiers fonds que tu voudrais mettre dans ta boîte pour lancer le business et tout, moi, je les ai mis dans les poches d'avocats. C'est des centaines de milliers d'euros. Donc là, l'héritage que j'ai pu avoir de mes grands-parents, moi, je l'ai foutu pour payer des avocats. Donc, tu commences avec ça, mais à l'époque, c'était de dire, je veux plus que tout protéger mes clients, je veux montrer que je suis un gars bien, et j'avais aussi en idée de dire, et si un jour je vais travailler avec des banques privées? Donc alors attends, donc tu commences avec quelques copains, 4-5 copains à investir dans le vin, tu te dis il y a peut-être un truc à faire, tu vas voir l'AMF, ça te prend 4 ans, ça te coûte des centaines de milliers d'euros en avocat, et après au pic, tu as eu combien en gestion, en valeur de bouteille Avant de commencer vraiment l'aventure en 2015, parce que c'est vraiment mars 2015 le vrai démarrage de U-Wine, on devait avoir 100, 150 000. Et après, au maximum de l'activité, après derrière, tu as eu jusqu'à combien? 40 millions. 40 millions. Donc tu passes de quelques dizaines de milliers d'euros à 40 millions sous gestion. Mais en fait, le démarrage, moi je lève des fonds, donc je fais mon tour de table entre... Je sais qu'été 2014, je vais avoir notre fameux enregistrement AMF. Sur cet argument-là, je lève des fonds en mode Friends and Family, je vais lever pas loin de 600 000 euros. Donc moi j'avais mis avec ma famille, mon père m'a soutenu au départ, donc on avait dû mettre 250 000 euros, mais on avait tout cramé, ils avaient fait d'avocat. Donc là je lève 600 000 euros, on s'installe à Bordeaux avec Quentin Chaperon qui m'a accompagné, qui s'occupait de tout le sourcing,
qui est un super dégustateur et qui était le premier salarié du Wine, et aussi Antoine, qui est mon beau-père. Mes parents sont divorcés, donc il est le mari de ma maman et qui était mon DAF. Donc on s'installe à Bordeaux, on embauche Jean-Marc, notre directeur commercial qui est toujours là chez nous, et c'est parti. Et là, ça monte très vite. Ça monte très vite. Et en fait, on a eu toute la vision que j'avais de dire, avant de commencer à faire du business, d'avoir un modèle vraiment très robuste, tu vois, de voir vraiment tous les fondamentaux, tout réfléchir, tout analyser, les éléments de crise, parce qu'il y a déjà eu des crises dans le vin, évidemment. J'ai tout regardé, les worst case et tout ça. C'était des points de réassurance, et c'est là où tu commences à travailler avec des CGP. Et Jean-Marc, quand il est arrivé, je lui dis CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Et je lui dis, tu vois à long terme, je veux avoir des clients à notre image. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, donc il faut des partenaires à notre image. Et là, c'était parti, on a des CGP très quali qui ont fait le bouche à oreille aussi, des très beaux clients. Et après, c'est là où les banques privées sont arrivées, avec la banque privée 1818 qui est aujourd'hui Natixis Wealth Management. Ensuite, on a des banques locales, Pouyanne, la banque Inchospé, et la Société Générale en 2019, et là, l'énorme boom. Qui investit en nom propre ou il t'amène des clients? Non, ce sont des partenaires, des apporteurs d'affaires. Ouais. Et le client, un investisseur moyen dans le vin, c'est quoi son ticket d'entrée? Il met 2000, 10 000 Alors c'est là où, je vais te donner la moyenne quand on est dans nos années un peu fast, on était sur du 30 000 € annuel avec un engagement sur 3 ans, parce que comme on était un modèle qui allait chercher que la location et les primeurs, on voulait avoir le premier prix d'achat. Donc il fallait une diversité sur les millésimes. Donc on demandait à ce que l'engagement soit étalé sur plusieurs années. Donc en moyenne c'était 3 ans. Donc tu te retrouvais avec du 70 000. C'était plutôt des Français? Alors on a eu pareil, alors la démarche de recherche de partenariat s'est faite essentiellement sur la France. La France a représenté 80% de notre activité, mais assez vite, on a eu des clients dans plusieurs pays. On a eu des clients dans 16 pays différents, avec un hub le bouche-à-oreille était très très puissant chez nous. Et alors, parce que là, tu as des acheteurs qui achètent à l'origine, donc en primeur, etc. Et après, derrière, il faut revendre pour faire une performance. Déjà, de base, qui c'est qui achète des bouteilles à 3 ou 400 ou 500 €? C'est les Américains, les Asiatiques? C'est là où, en fait, nous, on ne les a pas fait acheter sur ça. Les spéculateurs, ils vont sur ces vins-là. On en avait évidemment, mais nous, on a gardé ce que j'appelle la pyramide de cave avec une logique de consommation. Et c'est toute la force de notre modèle, et ce que je défends aujourd'hui, c'est que j'ai créé un modèle d'investissement, mais qui était complètement lié à une distribution de vin. Si je fais l'analytique de YouWine, tu as vraiment 3 phases. Tu as la phase de constitution des portefeuilles des caves, du stock. Donc ça, c'est la phase d'investissement chez nous, la gestion de ces actifs, donc ce qu'on appelle le stockage, et la revente, ce qu'on appelle le désinvestissement, qui peut être sur des investissements pour revente, donc je vends les bouteilles et j'ai une performance, ou de consommation. Voilà, c'est vraiment 3 stades derrière. Et donc moi, j'ai vraiment lié l'investissement avec une distribution qui est propre derrière. Et donc, à ce titre, comme tu veux aller chercher la consommation, tu vas sur des produits qui sont sur des produits de consommation. Et donc, nous, on a beaucoup sourcé, et ça c'est le travail qu'a fait Quentin de façon remarquable, des vins, les vins qu'on kiffe, des vins coup de cœur qui ont des super rapports qualité-prix qu'on appelle chez nous les Rising Stars, des vins entre 20 et 40 €. Donc oui, les Legends, là, ces bouteilles chères dont tu parles, on en avait un petit peu, mais de façon très faible dans les portefeuilles des clients, parce que les gens ne peuvent pas consommer que ça. Maintenant, j'ai une désillusion complète, c'est que ces bouteilles en fait n'ont jamais été bues, ou trop peu par rapport au volume qui sont produits chaque année, alors que je pensais vraiment qu'il y avait une clientèle pour ça, pour ces vins-là, même ces vins très chers. Mais moi, je l'ai pas chez moi, alors que en clientèle, j'ai les plus grosses fortunes françaises. Et ils mettent 40, 50, 70 € max dans une bouteille de vin. Et ils boivent le vin? Là, je te parle de boire pour la consommation. Ouais, pour la conso. Donc nous, on a eu le 60% de notre portefeuille, c'était vraiment ces fameux Rising Stars. Et ce qui nous sauve aujourd'hui, parce qu'on est sur des vins de consommation. Alors, on a largement débordé sur la deuxième partie, sur YouWine, etc. Mais c'est hyper intéressant, donc merci pour toutes ces réponses et on en rediscutera un petit peu après. Je bois alors que j'ai pas le droit de boire là. Alors, on en parlera après. Mais... Non, on peut en parler maintenant, c'est intéressant parce que donc, on parle de toi depuis tout à l'heure. Alors, avant de parler peut-être de tes performances, de l'Ultra Trail, etc., je voulais partir sur un autre volet parce que là, depuis tout à l'heure, on parle vraiment de la montée des vins, ce côté bulle, etc. On est dans une phase beaucoup plus difficile. Toi, à titre personnel, entrepreneurial, tu as connu des difficultés. Tout à l'heure, tu parles de la période fast. Vous passez de 4 personnes qui investissent entre elles à 40 millions d'euros sous gestion, etc. 1800 clients. Donc 1800 clients, de très belles années. Et derrière, plus difficile, j'ai vu par exemple que l'année dernière, vous aviez prévu, tu m'as dit, une levée de 7 millions. Et au dernier moment, l'investisseur, c'est ça, s'est rétracté. Ouais, c'était un peu moins. C'était 3 millions en equity. Okay. Et après, tu avais le non dilutif qu'on allait chercher auprès de Comment on gère ça du coup parce que c'est pas évident.
à 15 jours du closing. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé de très bons liens avec, je vais pas le nommer là, mais s'il écoute, voilà, j'ai de très bons liens avec la personne qui s'est rétractée. Comme quoi, quand les marchés sont faibles, tout est faible. C'est parce que c'est d'autres arguments par rapport au projet Uwine. Et clairement, il m'a aidé parce que la restructuration de la boîte, elle était nécessaire. Et j'ai appris beaucoup. Et donc c'est pour ça que je garde de très bons liens avec lui, même si c'est dur à devoir restructurer une boîte, hein. Tu passes de 30 en France à 4, tu vois, tu gardes la Chine plus 2, de 30 à 6, tu vois, c'est super dur. Et surtout ce qui était dur, c'est que j'ai gardé ceux qui voulaient rester, donc il y en avait beaucoup qui n'ont pas voulu maintenir ce combat, ils étaient usés. Ouais, c'est plus facile, enfin entre guillemets, ça l'est pas, mais pour l'entrepreneur, parce que c'est son combat. C'est vrai que je connais un peu l'histoire, mais c'est vrai que les salariés sont là pour apprendre, et donc ils n'ont pas forcément à endurer ça, donc s'ils veulent pas le faire, je comprends. Alors, mais bon, après ils sont un peu dérisqués parce que si la boîte doit partir en procédure collective, ils ont ce qu'on appelle le CSP. Oui, bien sûr. Ils sont protégés. Moi, je le suis pas du tout. Là, je suis un peu plus parce que j'ai pris une assurance chômage d'entrepreneur que je recommande à tous les entrepreneurs. Je te recommande de faire ça. C'est l'épée de Damoclès que tu t'enlèves. Les coûts sont pas si importants. Ça s'appelle GSC. Je le recommande à tous les entrepreneurs, mais à l'époque, j'avais pas ça. Donc ça t'enlève du stress. Et je sais qu'il y a un autre exutoire que tu as qui t'enlève du stress en tant qu'entrepreneur, c'est le sport du coup. Là, il faut remonter un petit peu en arrière parce que on n'arrive pas du jour au lendemain comme ça et hop, ça y est, c'est une période difficile, il faut restructurer la boîte. Finalement, il y a des signaux faibles qui arrivent bien avant. Et cette époque hyper fast qui était là, on est monté à 30 salariés, tout le monde est content. En fait, quand tout va bien, toi déjà, tu dis des choses, tu délivres, donc tu es crédible auprès de tes investisseurs, auprès de tes salariés, auprès de tes clients. Tes clients sont heureux parce qu'on a fait beaucoup d'événementiels. On a quasiment fait jusqu'à un événement par semaine. Des wine tours, des dégustations à Bordeaux, en Bourgogne, en Vallée du Rhône. On a beaucoup bougé en Italie et tout. C'est vous qui financiez ça ou C'était offert à nos clients, ça fait partie du membership. Mais c'était le kiff absolu. Et tout le monde tournait sur le terrain, hein, que tu sois dans l'administration, que tu sois IT, évidemment sales ou dans le market, tout le monde était sur le terrain et on tournait parce que on est des vendeurs de vin, donc il fallait connaître un peu plus le produit et vivre les expériences parce que c'était vraiment l'expérience qui était au cœur du modèle de Uwine. Et là, tout va bien. Les moins bons, finalement, ils sont un peu planqués et ça va. Mais c'est quand ça commence à être dur et tu vois les prix qui commencent à baisser, tu vois que finalement, parce qu'il fallait, ça faut en discuter, parce que le risque pour nos clients était vraiment basé sur la capacité d'écoulement des vins derrière, avec de la performance. Et tu vois que c'est difficile derrière, que la Chine, parce qu'on a monté une filiale en Chine en 2020, ça tient pas ses promesses. Et en plus, tu as le Covid, tu as tout ça derrière. Et là, tu vois que c'est plus dur. Les gens, ils s'usent. Tu fais des mauvais choix de recrutement, des gens qui partagent pas ta vision, des gens qui veulent peut-être t'écarter aussi, et tu te sens pas forcément à l'aise. Et ça, tu commences à être toi aussi dans le dur. Et c'est donc, un engrenage, quoi. Et donc, tu as besoin d'exutoire. Et vivre la décroissance, c'est travailler dur pour gérer de la décroissance. C'est pas humain. Donc, il faut trouver des relais, et c'est des relais de progrès, en fait. D'ailleurs, UNI est né de ça, des relais de progrès pour être heureux, pour être épanoui. Et ça, c'est pas que forcément au niveau professionnel, c'est au niveau personnel. Donc j'ai la chance d'avoir un équilibre de vie absolument extraordinaire. J'ai une femme, Florence, qui est un pilier pour moi, qui me met les limites quand il faut. J'ai des enfants aussi qui sont vachement là, bienveillants de ce stress que je peux aussi communiquer derrière. Et donc je l'ai trouvé dans le trail, des moments où tu penses à toi, tu réfléchis beaucoup, tu bosses en fait. Et j'ai trouvé, et forcément, plus tu cours, plus tu progresses. Et donc tu commences avec un 42 bornes il y a 3 ans dans le Tarn, où tu n'es absolument pas préparé, 15 jours après les primeurs, donc même pas une semaine et demie après les primeurs, donc tu es complètement alcoolisé, tu n'es pas du tout équipé, tu as des crampes au 18e borne alors qu'il fait 35 degrés, et tu as 25 bornes à finir, avec évidemment du gros D+, derrière, et tu finis comme tu peux et tout, et tu arrives, tu te dis... Putain, c'est un truc de dingue. Je repars demain matin. Voilà, t'es parti, quoi. Et après tu progresses et t'arrives à faire des ultras. C'est quoi l'ultra trail le plus long que t'aies fait ? C'est le Val d'Aran, l'ultra du Val d'Aran, qui fait partie des 3 majeurs de l'UTMB. Qui m'a permis de capitaliser mes points là, et j'ai couru 27 heures, voilà, donc c'est 27 heures. 27 heures, ouais. Donc attends, parce que t'as 8 minutes de D+, et ça va faire il était un peu raccourci, mais 160, c'est énorme. 155 bornes. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça va faire un peu jaser, mais du coup là t'es en train d'affirmer qu'on peut avoir une consommation
régulière d'alcool et quand même faire du sport à un gros niveau. Bah, Tu les- consommes de l'alcool à quelle fréquence? Je consomme un peu plus que ce qui est demandé par les 2 verres, mais il me faut un environnement, il me faut un dîner, il me faut des proches, il faut que ce soit un environnement pro, il me faut le bon moment Il faut derrière. un échange, Donc quoi. c'est les dîners, donc Ouais. c'est les jeudis, le vendredi, le week-end, même à deux, on fait rarement des dîners à deux où on consomme du vin. Donc non, par contre, lorsque on est sur ces moments-là, oui, t'as vite fait d'avoir peut-être pas loin d'une bouteille par tête qui part, quoi. Et d'ailleurs, tu me parlais d'une occasion particulière. Donc, toi, tu as beaucoup bossé sur les marchés asiatiques. Et tu me parlais d'une anecdote qui était l'une de tes plus grosses cuites avec des clients où tu as carrément voyagé de Pékin à Shanghai et tu avais oublié Le vol complet. le ouais. vol complet. Ça se passe comment, une soirée un peu d'entreprise, business avec des Chinois, etc. On le voit dans les films, mais comment ça se passe concrètement avec les Asiatiques? Avec les Chinois, là, plus Ouais. particulièrement. Ça dépend en fait des générations, mais ces générations qui ont le pouvoir, ils ont la cinquantaine, soixantaine d'années. Donc, ce sont des gens qui ne parlent pas anglais. Donc à chaque fois, je suis obligé d'être accompagné par Wang Ting, qui est celle qui gère le bureau et qui m'a permis de développer tout le modèle économique et la structure en Chine. Et donc là, on était en 2019, il y avait Anne-Sophie qui gérait le Customer Success, qui était avec nous aussi, qui voyageait aussi de temps en temps avec nous. Donc on était tous les trois, donc j'étais accompagné de 2 femmes et moi. Et là, on se retrouve à Pékin avec des gens qui ont beaucoup de connexions. Vraiment très haut placés, notamment dans le monde du baijiu, qui est le fameux alcool chinois, et qui peuvent nous ouvrir beaucoup de portes. Et là, on est dans une enseigne wagnerie, parce qu'il faut savoir que la Chine a produit beaucoup de vin. Ça a juste été arraché dans le 19e siècle, qui est la seule faille dans toutes les dynasties chinoises. Et donc, je ne sais Les Chinois produisaient du vin. Évidemment. Le vin, ça c'est Olivier Bernard qu'il faut que tu interviewes. Il va te faire l'histoire du 45e parallèle, mais en fait le vin, il est à son apothéose autour du 45e parallèle. On peut, si tu veux en parler un petit peu. Ouais. Et Pékin, tu es au 45e Ok, parallèle. ok. Et donc, alors pareil, tu as des climats qui sont un peu différents. Ils sont obligés d'enterrer les vignes l'hiver parce qu'il fait du moins 18, donc sinon tout gèle. Et donc là, une ancienne moignerie magnifique qui a été rénovée en salle d'exposition, de show de mode, tu vois, défilé de mode et tout ça. Et là, on est une douzaine. Le repas qui est un hot pot. Le hot pot, c'est une genre de fondue, la fondue chinoise, c'est mon repas préféré. J'en ai fait- c'est vers Wuhan d'ailleurs, dans le qu'ils en font souvent. Ouais, alors en beaucoup. fait, tu as pas mal dans chaque Sichuan. région. T'as le Sichuan. En fait, tu as toutes les régions, ils ont leur hot pot. C'est plus ou moins épicé. En fait, ce qui va Ok. changer, c'est les épices. Ils sont tous aussi fiers en disant moi, je fais le meilleur hot pot du pays, quoi. Ok. Ils sont tous très bons. Faut supporter un peu les épices, mais ils sont tous très bons. Tu vois, tu as une genre de fondue, un petit réchaud avec de l'eau, de l'huile, et après tu mets des arômes comme tu veux. Et ce que tu fais, c'est que tu prends tes légumes, ton poisson, ta viande qui est hyper frais, et tu le fais bouillir dedans. Et ensuite, tu as des petites sauces et tu manges ça comme ça. Donc ça te fait une consommation lente, vraiment de plaisir et tout. Et là, tu es sur le vin. Au début, tu bois du vin comme on boit du vin là, et sauf qu'au bout d'un moment, tu as l'hôte, tu vois, qui est souvent les deux personnes. Il y a l'hôte et la personne la plus importante qui sont là en face de l'autre, Ouais. et qui se lève et qui commence à prendre la bouteille de vin et qui commence à venir vers moi et à faire un campé. Le campé, c'est le cul sec avec le vin. Et ensuite, après, il fait tout le tour de la table et il fait le fameux campé. Donc, toi, t'es 10-12. C'est quand tu es obligé d'accepter quand on te propose de Tu le fais. faire cul sec, tu le fais. Ouais. Quoi. Après, chacun se lève et va voir une autre personne pour discuter. Et pareil, camper, tu discutes un peu, camper avec le verre. Donc C'est là, leur manière de trinquer en fait. Ah, mais ils trinquent, Ouais. c'est là, ils C'est que trinquent. tu bois un peu. Et là, tout le monde se déplace et tout. Et là, j'avais Wanting qui était à côté de moi et qui me dit là, il va falloir que tu le fasses et tout ça. Toi aussi, c'est important que tu fasses le tour de la table et que tu fasses le campé. Je lui dis t'inquiète, moi, je vais pas le faire avec le vin, je vais le faire avec leur baijiu, Ah ouais. la fameuse alcool. Qui sont les alcools les plus prestigieux de la planète. Il n'y a que les Chinois qui boivent ça. Les alcools les plus chers du monde, ce sont les baijiu et notamment ceux de Maotai, qui est la marque suprême. Eux, tu parles de Maotai à un Chinois, c'est émotionnel, tu vois. Il n'y a D'accord. pas de marque équivalente en France dans les spiritueux. Attends, mais ça qui est aussi puissant. c'est dingue parce que personne ne le sait, mais donc les alcools les plus chers du monde, ce sont Sont des alcools de riz chinois. Ouais. Ok, c'est dingue parce qu'il y a le côté t'as le côté prestige. T'as Ils sont une à cheval sur les histoire. cadeaux, tout ça. C'est pour ça qu'il faut se battre sur le vin. C'est pour ça que je défends aussi le baijiu pour les Chinois. C'est un truc qui ne marchera pas forcément chez nous. Mais parce que tu as l'aspect culturel, toute l'histoire du Maotai. Si tu veux, je te la raconte après. Pourquoi c'est Maotai. Et c'est ce qui fait que moi, je l'apprécie. Au bureau, il l'apprécie. Moi, j'ai du Maotai partout. Je pourrais t'en faire déguster. J'ai du baijiu. J'ai plein de baijiu. Moi, j'adore ça. Et donc, en fait, je dis, moi, je vais le faire sur le baijiu. Le baijiu, c'est entre 45 et 60 degrés. C'est un alcool qui est basé une sorte riz, maïs, lentilles, et tu peux avoir les top productions derrière et qui sont élevés dans des amphores absolument magnifiques en terre cuite et tout ça, et ensuite après ils distillent tout ça et c'est très aromatique le baijiu. Et donc derrière moi je dis je vais le faire avec ça. Donc quand il y a plus de vin, donc tu passes au baijiu
Et là, ils le servent dans des fioles avec des shots quand même. C'est comme des shots comme ce qu'on a. Nous. Et là derrière, je dis, moi, je prends la fiole, je prends les 2 shots et je fais la même chose. Donc, j'ai fait ma tournée à coup de baijiu avec tout le monde. Et ensuite, après, toujours pareil, en one-to-one, qui se lève, le baijiu et tout ça. Bon, là ça commence à piquer. On est dans le taxi, on rentre. Alors, il dîne tôt, donc ce qui permet de rentrer plutôt tôt. Donc, il devait être minuit et demi, tu vois, pas plus. Tard que ça, je dis aux filles, je suis complètement cuit là. Vous me réveillez, sachant il fallait se lever à 4h du matin pour prendre notre vol pour repartir de Pékin et aller à Shanghai. Et je dis, vous me réveillez, je ne vais pas entendre mon réveil. Et évidemment, t'es qu'à la porte, j'ai rien entendu de mon réveil. Je pue la gnôle, je suis imbibé, je suis mal au crâne, j'en peux plus. Je prends une douche, mais ça n'a rien fait et tout ça. Je redors dans le taxi, je dors dans l'avion et je me réveille un moment et je demande à Monting, je lui dis, est-ce qu'on a décollé? On venait d'atterrir, j'ai fait 4 heures de vol, je n'ai rien vu et tout, j'ai passé une journée de l'enfer. Et elle a raconté à tout le monde, parce qu'on avait d'autres rendez-vous et tout, ma première cuite au baijiu. Et évidemment, ça a fait rigoler tout le monde, quoi. Et donc il y a ce côté, quand même très les Chinois sont quand même pas mal dans l'excès. Alors nous, on a déjà un avantage, c'est que on a une corpulence qui fait qu'on tient mieux l'alcool qu'eux. D'accord. C'est ça, j'ai entendu que les Chinois ou les Asiatiques en règle générale avaient un gène défaillant par rapport à l'absorption de l'alcool, l'assimilation. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Mais ils ont une capacité à engorger quand même pas mal. Parce que j'ai fait des cuites au cognac aussi, mais j'en ai vu, mais ils y allaient. Fort sur le cognac, et je peux dire des double XO, ça. Donc ils aiment bien les alcools. Chez Martel, tu vois. Les alcools purs, etc., les brandys, tout ça. Alors ça, c'est surtout les vieilles générations. Les jeunes, ils consomment beaucoup moins. Ils sont un peu comme chez nous. Ils consomment moins et mieux. Et il y a plus du tout ce regard malveillant où tu bois pas, t'es mal vu, tu vois. Donc non, les jeunes générations consomment moins, mais ceux qui ont encore le pouvoir aujourd'hui, clairement, c'est des cuites au baijiu très régulièrement. Ouais. Avant de continuer, je te propose un deuxième jeu, qui est le jeu du tu préfères. Donc je vais te donner à chaque fois 2 possibilités. Tu vas me dire laquelle tu préfères. Tu préfères boire un cheval blanc 1947 ou finir l'ultra trail du Mont Blanc? Je l'ai bu le 47. Bon, c'est un tu préfères. Je préfère boire le 47. Okay. Ça, c'est dur. Hein. Tu préfères un Petrus ou un Romanée Conti? J'ai eu la chance de déguster les deux. Je préfère Petrus. Tu préfères vendre une bouteille à 10 000 € à un client et faire une belle marge pour ton entreprise ou boire cette même bouteille à 10 000 €? Ah non, je préfère la boire. Ok. Tu préfères boire un grand cru qui a été ouvert il y a 1 semaine et qui est resté sur la table de la cuisine ou ce même grand cru mais bouchonné? Eh ben mais évidemment, celle qui a été ouverte il y a 1 semaine. On peut boire, digression, mais on peut boire un vin quand tu l'as ouvert, tu peux le garder combien de temps? Je vais donner une anecdote, ça va te faire marrer. On est vers le 15 janvier, peut-être 20 janvier, quelque chose comme ça. Donc je pars avec Flo et les enfants, on va au Pila chez mon père. Vendredi soir, tu sors après l'école et tout, on se dit on va se faire le McDo, on prend le McDo sur la route à emporter pour arriver à la maison. J'ouvre le frigo à la maison et qu'est-ce que je vois? Je vois un Ikem qui était consommé à... Il restait la moitié, tu vois, de la bouteille d'Ikem. Et en plus, un Ikem 76, tu vois, voilà. Et je vois mon McDo. Je me suis fait McDo Ikem. C'était extraordinaire. C'est un match, mais du tonnerre. Okay. C'était ouf. Alors, effectivement, là, on est sur des sauternes. Tu sais que sucre, 3 semaines après, ça se conserve mieux. Donc, j'ai un peu triché, mais sur un rouge, effectivement, c'est plus compliqué. Quelques jours quand même? Ah, tu sais, souvent le lendemain. Ah oui, le lendemain, oui, mais lendemain, tu la rebouches comme ça, tu peux la boire quoi, encore 3-4 jours après ou... Ouais, je dirais 2-3. Ok. Ouais, pas plus, ouais. Bon, continuons. Alors, tu préfères déguster une huître avec du sauterne ou un foie gras avec un rouge de Bourgogne? Ah ben, huître sauterne, c'est très bon, j'ai dégusté à Fargue, j'ai testé ça. C'est pas mal, hein, moi, c'est une association que j'aime beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est Philippe, j'étais avec Philippe de l'Ursalus, et des clients aussi, tu vois, un moment extraordinaire. Et il m'a fait découvrir 8 sauternes, c'est assez rigolo. Ça marche bien, mais t'as le côté iodé contrebalancé par le sucre. Il faut un millésime pas trop vieux. Tu préfères un client collectionneur ou un client investisseur? Collectionneur. Ok. Tu préfères boire un Petrus 82 seul ou un Bordeaux moyen avec 10 amis? Le Bordeaux moyen avec 10 amis. Tu préfères ne plus jamais boire de rouge de toute ta vie ou ne plus jamais boire de champagne de toute ta vie? Je sors le champagne. Tu préfères boire du rouge toute ta vie? Ouais. Ouais, okay. Ah ouais. Tu préfères créer la première licorne française dans l'industrie du vin ou créer la marque de vin la plus vendue chez les jeunes?
La marque de vin la plus vendue chez les jeunes. Ok, donc le produit plutôt que le concept d'une plateforme de... Parce qu'en fait, c'est le 2, là, la marque, me fera amener sur le 1. Ok. Tu préfères, pour finir, arrêter de boire pendant un mois ou arrêter de courir pendant un mois? Non, je préfère arrêter de courir pendant un mois. Ok. Donc on va passer à la suite, qui est investir dans le vin. On a déjà couvert pas mal de sujets autour de YouWine, donc que tu as créé, qui permet sous mandat à des investisseurs, des consommateurs, de créer leur cave d'investissement de consommation. Alors du coup on a déjà couvert pas mal de questions, mais moi j'ai des questions un peu précises qui m'intéressent et qui je pense intéresseront les auditeurs. Déjà, c'est quoi le vin le plus cher que tu aies jamais vendu? Alors, on a déjà vendu des vins d'Aromané Conti. Donc, alors, tu les vends, tu sais, par caisse fermée. C'est combien la caisse? La caisse, t'es à 40 000 euros. Ok. Ouais. Mais c'est des coûts, c'est pas des choses qu'on a eu en allocation. C'était des demandes qu'on a eues et donc on allait chercher. Si t'en veux, j'en trouve demain matin de l'Aromané Conti. Ouais, si tu me l'offres avec grand plaisir. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi le vin le plus cher que tu aies jamais bu, toi? C'est Cheval 47. Ok, ça vaut combien une bouteille de Cheval 47 aujourd'hui? Je sais pas, 20 000 euros. Ah ouais, d'accord. C'est le côté rareté après sur les vieux millésimes. Ouais. Alors, pour parler un peu des performances, donc on en parlait un petit peu avant, mais voilà, personne ne le sait, mais le vin est considéré comme un actif financier. C'est bien ça? Donc tu le considères un peu comme un actif financier ou pas? Je le considère comme un actif, je le considère plus comme un actif financier. Dans le sens où la spéculation pure, pour moi, elle est morte là. Par contre, il faut qu'il y ait de la valorisation derrière dans le cadre d'une chaîne de distribution. Et là, sur les vins traditionnels, j'en trouve plus. J'ai embarqué des clients sur un modèle auquel je ne crois plus aujourd'hui, donc parce que je t'ai dit que les fondamentaux sont pas là, et évidemment j'ai mis trop de temps pour m'en apercevoir. Par contre, je considère que tu peux régénérer ça avec des vins qui, eux, vont inclure un système de distribution qui est vertueux. Donc là, oui, tu peux amener de la valeur. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire avec YouWine. Ok, on en parle juste après. Un actif, finalement aussi, le côté performance financière, il est intéressant même pour la consommation. Tu peux te dire, j'ai acheté un vin qui valait 50, qui dans 10 ans en vaudra 200. Le jour où tu veux le boire plus tard et qu'il en vaut 200, tu te dis, j'aurais pas pu me l'offrir. Tu vois. Mais voilà, mais c'est ce qu'il faut, c'est retrouver ça. Mais pour le moment, je n'ai pas des signaux positifs pour retrouver ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que le système traditionnel, il est basé sur une valorisation naturelle de vin. Pour avoir une valorisation naturelle du vin, il faut que tu aies une demande supérieure à l'offre. Donc l'offre, c'est quoi? C'est la capacité de production. Et la demande, elle est clairement en baisse. Aujourd'hui, les jeunes, ils boivent 9 bouteilles par an, 7 litres. Ouais. Donc c'est que dalle. On devrait être autour des 50, 60 bouteilles. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt là à me dire que dans le temps, la moyenne va être plutôt sur ces 9 bouteilles. Et donc, on produit beaucoup trop. Donc, soit tu arraches de façon très très massive, soit tu essaies de relancer la consommation. C'est deux stratégies différentes. Okay. Il y a celle de la France et celle de l'Italie. On va reparler un peu des performances de l'investissement dans le vin. On parlait avant d'actifs financiers, etc. Pendant des années, on disait que le vin, ça faisait 6-7% par an de rendement. C'est vrai? Ça a été vrai. Ok, donc c'était quelle année à peu près? Et si t'es bon, tu peux faire un peu plus. C'était des années 90 jusqu'à le dernier millésime qui a pu 2009, bien 10, c'était plus dur, plus long terme, on y arrivait. Après, tu te retrouves avec du 13 où tu peux retrouver ça, 14, et depuis 15, c'est fini. D'accord, donc aujourd'hui, il y a eu des chutes de certains indices, parfois de 30-40%. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Enfin, c'est quoi les différents facteurs? On en a parlé, mais... La bulle qui a explosé, une distribution qui n'était pas là, et je veux pas mettre les effets Covid, taxes, Trump, annulation de taxes, re-taxes, machin, tous ces trucs-là. Ça a pesé quand même. Oui, mais j'ai pas envie... C'est systémique, quoi, pour toi. Voilà, pour moi, c'est le système. C'est à nous de nous remettre en cause et justement de trouver des clés pour être plus robuste par rapport à ça. Et parce qu'il y a clairement une déconsommation. C'est pas la taxe qui fait la déconsommation. Si tu taxes de 15%, tu iras sur si tu as atteint un pouvoir d'achat de 20 euros, tu as 15% de taxe, tu iras sur un vin peut-être un peu moins cher. Et voilà, tu restes avec ton pouvoir d'achat. Donc pour moi, la déconsommation, c'est clairement notre faute. Et j'ai vu, donc il y a une notion qui est intéressante, c'est que en fait, finalement, personne ne l'imagine, mais l'investissement dans le vin et la consommation sont liés, c'est-à-dire que
pour qu'un vin prenne de la valeur, arrête-moi si je me trompe, mais il faut qu'il se raréfie. Et en fait, quand les gens vont le boire, finalement, sur un millésime, par exemple, je sais pas, Cheval Blanc 47, plus les gens vont en boire, moins il en reste sur le marché. Donc du coup, ça augmente ce qui le fait prix. sa valeur, c'est que tu n'as plus de bouteilles. En plus d'un millésime mythique, un petit peu ovni sur Cheval, mais tous les autres, tous ces millésimes, finalement. Il faut savoir qu'à l'époque, le vin Bordeaux a été en souffrance jusqu'aux années 80, voire même début des années 90. Donc c'est des cycles. Et donc, alors, mais c'est pas le même cycle qu'on a là. En fait, on avait des cycles il n'y avait pas de consommation avant, ou peu, parce que le vin était surtout très localisé chez nous. Robert Parker a permis de faire exploser la demande aux États-Unis. Le système, il est lié sur une demande supérieure à l'offre. Donc on a eu les États-Unis, le gros boom dans les années 90. Avant, tu avec les Anglais et nous qui consommions du vin. Ensuite, après, tu as eu la Russie et le Japon dans les années 2000 qui ont débarqué. Un tout petit frémissement de la Chine en 2005, mais vraiment tout petit. Et 2010, l'énorme boom de la Chine. Et le problème, c'est que la Chine, mais qui a pu acheter jusqu'à 60% de tout ce qu'on produisait, de tous nos grands crus. Mais ils se les faisaient livrer ou pas forcément? Ils les faisaient livrer à Hong Kong. Le problème, c'est qu'il y a 1 milliard de bouteilles à Hong Kong, c'est qu'elles n'ont jamais traversé. Il y en a trop peu qui ont traversé en Chine. Alors j'ai lu qu'il y avait à l'époque une petite magouille, c'est-à-dire que les Chinois hongkongais livraient le vin en Chine en traversant le pont, comme ça, parce qu'en Chine continentale, il y a des taxes qui étaient beaucoup plus grosses. C'est vrai ça? Donc il y a beaucoup de vins qui sont passés... alors, en fait, c'est comme tout secteur, tout nouveau produit, toute distribution qui se crée. Au départ, tu as des opportunistes qui sont un peu margoulins, un peu à essayer d'aller dans les failles. La régulation n'est pas encore là, et après, ça se structure et tu te retrouves avec des acteurs qui, eux, pérennisent et qui font les choses dans les règles de l'ordre. En fait, c'est ce qui s'est passé en Chine. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. T'as même la contrefaçon sur les étiquettes, j'y crois même plus. C'est très bien. D'ailleurs, quand j'ai commencé à investir en Chine, j'attendais que ce moment de fraude passe, parce que moi, il était hors de question que je puisse tricher derrière. Donc oui, c'est sûr qu'au départ, c'est des bagnoles qui passaient de Hong Kong en Chine pour être payées. À l'époque, c'était 48% de taxes. Maintenant, tu as 43% sur la Chine, sur le General Trade. Et Hong Kong, c'est zéro? T'as rien, t'as pas de taxe à Hong Kong. T'as pas rien. C'est pour ça que les vins, ces importateurs chinois ont beaucoup stocké sur Hong Kong. Donc les 3 plus grosses places de marché dans le monde du vin... Bordeaux, Londres, Hong Kong. Bordeaux en 1, Londres et Hong Kong. Okay. Mais ça, pareil, j'étais un peu naïf de croire que cette Chine, elle allait être vraiment consommatrice. Il y a des vins qui évidemment qui ont été vendus, mais surtout sur du cadeau. C'était du cadeau, d'ailleurs, ce qui a fait le bonheur de Lafite. Tu t'es là dans le business, je t'offre un cadeau et t'offre un beau cadeau. À l'époque, c'était du Mao Tai, mais aujourd'hui, ils font un peu ils continuent le Mao Tai, mais tu peux aussi faire une belle bouteille de vin et Lafite a. Attends, tu parles de cadeau avec des grands crus, mais cadeau business, tu vois. C'est de la corruption du coup un peu. C'était un peu pour eux. Cadeau. Ouais, cadeau quoi. Cadeau business, tu vois, tu le prends comme tu veux quoi. Ils sont très cadeaux les Chinois. Ça, c'est une vraie culture. Tu les reçois, je peux te dire qu'ils te guettent bien avec des choses pour les enfants aussi. Tu vois, ils ont une vraie culture du cadeau, de la réception. C'est des gens qui sont très à cheval sur l'emballage aussi, je sais. Mais il y a énormément de respect de l'hôte, et donc il y a cette culture, tu m'accueilles, je t'offre un cadeau. Et donc le vin, c'était un bon moyen aussi de faire quelque chose qui plaît quoi. Et alors là, on parle des vins qui sont des grands crus qui ont été exportés, du coup, même que ça parte à Hong Kong ou ailleurs. Mais tu as des clients qui viennent chez toi, surtout dans les années FAS, là à l'époque, même encore aujourd'hui, ils achètent des millions d'euros de vin, Bordeaux, etc. C'est stocké où? À Bordeaux, ouais. Nous, on a un entrepôt de 2300 m². Et aujourd'hui, on a encore 700 000 bouteilles sous gestion. Mais ça veut dire quoi? C'est des palettes de grands crus? Non, mais c'est des rayons, c'est tous les linéaires que tu as dans les entrepôts qu'on a eu. Quand tu as 40 millions d'euros d'actifs vins sous gestion, tu es quand même un gros acteur à Bordeaux. Ça représente quoi comme place, 40 millions d'euros de tu as 2000 m². Ouais. Voilà, tu vois, c'est bien protégé quand même parce que on est chez D'Arthez qui est super, qui est un partenaire qu'on a depuis le début. Tu sais, dans l'analytique que je t'ai donnée, la phase 2 de stockage, il faut arriver à digitaliser tout ça, tu vois, à supprimer des frictions, mettre des API de connexion avec eux, gérer les inventaires parce que qu'ils soient quasiment automatisés. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec eux. Sur la tech, les échanges de data et sur la partie sécurité. Mais c'est quoi? C'est un bunker un peu c'est des entrepôts d'extérieur, mais qui sont ultra sécurisés. Et dans les conditions de stockage sont impeccables, tu as des caméras partout, tu as des niveaux d'accès, c'est badge sur badge, tu vois, c'est évidemment les conditions. Parce que du coup, parfois, donc avant on parlait un peu des fraudes, etc. Donc tu m'as parlé de la contrefaçon, on peut en reparler après, du vol. Donc visiblement, tu t'es déjà fait voler un camion avec plus de 600 000 euros de vin par un réseau venu d'Europe de l'Est. Comment ça arrive ce genre d'histoire là? C'est quoi ce délire? Pas de bol, alors que donc nous, on n'est pas logisticien, on sous-traite tout ça, et donc on a, pour maintenir la suspension de TVA, en fait, nos
vins font un aller-retour en Suisse. Donc c'est des camions, hein, c'est quand même 13 camions qui vont se suivre sur plusieurs semaines et qui vont arriver un jeudi, repartir le jeudi d'après avec la marchandise pour revenir et tout. En fait, il faut faire de l'export et de l'import pour pouvoir maintenir la suspension de TVA pour nos clients. Ok. C'est un désastre écologique, j'ai demandé des rescrits fiscaux à Bercy, on m'a dit les textes c'est les textes, il faut suivre les textes. Bon bref, va te faire foutre. Donc là, les camions font le trajet. Et donc les camions font le trajet, de... on les remplit à bloc et ils font l'aller-retour et après on remet ça chez D'Artes. Et en fait, je vais pas le nommer parce qu'on a beaucoup d'amitié et de respect pour notre transporteur, bah lui, de temps en temps, il n'a pas forcément de camions disponibles. Donc il sous-traite. Donc tu as des plateformes qui te permettent de louer des camions et qui vérifient que tous les papiers sont bien. Et là en l'occurrence, ils font bosser donc un sous-traitant pour un camion qui ont usurpé l'identité d'une boîte polonaise. Mais tout parfait, l'email, il y avait vraiment, c'était impossible à détecter et tout ça. Donc en fait, on se retrouvait à communiquer avec les escrocs. Pas nous, hein, notre transporteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la veille, tu as le droit de changer la plaque, tu vois, tu changes d'essieu de camion parce que c'est un nouveau camion. Donc on fait changer et ça arrive régulièrement. Donc on donne l'information à D'Artes que c'est pas le bon numéro de plaque. En fait, c'est une plaque fausse qui nous donne juste la veille. Et le mec, il arrive, il change la plaque juste avant d'arriver parce que tu as des caméras partout de chez D'Artes. Il charge, il sait même pas ce qu'il a comme chargement, hein, il s'en fout. Il charge, il est comme ça devant les caméras, cool et tout. Voilà, discuter avec les mecs. Il sort, il fait 200 mètres, il rechange de plaque et il part. Et bah tu le retrouves pas. Évidemment, ton camion blanc de chez Blanc, comme tous les camions blancs, rien d'autre derrière. Il y avait quoi dedans, du coup Et du coup, bah, t'avais un peu de tout, mais t'avais 600 000... il avait bien choisi quand même, le le camion, c'était bien chargé, quoi, 600 000 balles. Ouais, bah, t'as des premiers crus classés, t'as des grands crus, t'avais un peu tout. Parce il y a des assurances quand même pour ça, après Ouais, l'assurance nous a remboursé nos clients, parce que c'est pas nous, c'est nos clients, donc on rembourse le client en valeur d'achat, et évidemment, c'est la loi des séries. On va devoir restructurer ta boîte, et t'annonces en même temps à tes clients qu'on a volé un camion et qu'on va les rembourser le vin, tu vois, tout arrive au même moment, quoi. Ok, donc pour finir sur ce volet d'investissement dans le vin, on en a beaucoup parlé, donc tu le disais, il y a eu des époques fastes, notamment pour Bordeaux, il y aura certainement d'autres époques, des vins qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, qui prendront peut-être de la valeur plus tard, etc., parce qu'ils sont dans leurs prémices. J'ai préparé un petit jeu, donc qui est une tier list, avec 3 catégories, donc je vais te donner des régions ou des appellations, et tu vas les classer dans sous-coté, juste prix ou surcoté. Donc surcoté étant, comme son nom l'indique, un vin qui a une valeur qui est peut-être trop élevée par rapport à sa qualité ou à la demande, sous-coté étant l'inverse. Donc sous-coté, juste prix, surcoté. Si je finis pas mon ultra au Chianti la semaine prochaine, c'est de ta faute, hein. Je dis devant les copains là. Non mais tu me fais boire. Non, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que les vins sont très bons. On en parle juste après. On va voir un peu ce qu'on déguste. Ouais, vas-y. Donc c'est parti. Alors sous-coté, juste prix, surcoté. Ouais. Bordeaux. Je suis obligé de répondre ça dans l'ensemble. Je peux pas segmenter. Ouais, tu segmentes pas. Sous-coté. Ok. Loire. Juste prix. Bourgogne. Surcoté. Les vins de Toscane. Juste prix. Les vins anglais. Je ne connais pas. Ils font des sparkling qui sont pas mal. Moi je dirais surcoté, mais je connais pas les prix. C'est quoi les prix? Ça vaut genre 30 livres. Donc c'est cher par rapport au champagne. Faut goûter. Beaujolais. J'adore. Sous-coté. Vin américain. Surcoté. Les vins allemands. Juste prix. Les vins de la vallée du Rhône. Un poil surcoté. Ouais, récemment peut-être. Ouais, fait chier parce que j'adore. Les vins du Jura. Non, juste prix. Ok, non, alors intéressant de voir qu'il y a déjà il y a des régions, tu vois, tu dis les vins d'Uruguay, tu connais pas, moi non plus je connais pas, j'ai goûté un vin uruguayen il y a pas longtemps que je trouvais top. On connaît les vins argentins par exemple, les vins d'Uruguay un peu moins, mais il y a des régions qui produisent, vin anglais, tu te parlais des Chinois tout à l'heure qui se remettent à produire du vin. Ils produisent plus de vin que les Français maintenant. En volume. Ah ouais. Mais ils ont une tendance à vouloir produire dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs pour leur consommation personnelle. Il y a ça, et Xi Jinping il y a un peu surcentré China First, comme le pourrait dire un Trump, mais il a surtout dit, mais ça a déjà une dizaine d'années, en disant il a une ambition très très forte de montrer dans le monde que la Chine est une puissance viticole, mais en niveau qualitatif, et notamment avec Ningxia, parce que c'est une région dans laquelle je visite, c'est ouf, c'est très très bon ce qu'ils font. Et donc les vins chinois pour toi sont très bons. Ah, il y a des choses très bonnes, t'as des choses pas bonnes, mais t'as des choses mais vraiment très très bonnes, avec des talents, des infrastructures, mais ils ont rien à envier à nous, hein. C'est marrant parce qu'on dit souvent, alors moi tu m'as appris un truc que les vins, que les Chinois produisaient du vin bien avant aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a tendance à penser que les Chinois nous copient,
ce qui est le cas actuellement, mais on les a aussi copiés, avec la porcelaine de Limoges, etc. Donc c'est un peu cyclique, je trouve, cette idée de contrefaçon, c'est qu'on se copie tous, on s'inspire tous plus ou moins Eux, des ils ont autres. perdu. Tu sais, le vin vient de Géorgie, ça a 7000 ans, et donc c'est parti à l'ouest chez nous, mais c'est aussi parti à l'est. Ouais. Et comme les dynasties chinoises, il faut savoir que la Chine, c'est le peuple qui a amené le plus de richesse à l'humanité. Aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est pas nouveau, cette Chine qu'on a aujourd'hui, mais c'est juste la Chine telle qu'elle était, et ils ont ça dans leur gène. Ils ont juste eu une faille au 19e siècle et un petit rattrapage au 20e. Alors ça donne une bonne transition parce qu'on va en parler, c'est un marché que tu cibles pas mal avec ta solution Youainy dont on va parler, puisque là depuis le début on parle du marché, du vin dans sa globalité, de l'investissement, un cadre quand même assez sombre aujourd'hui, après une période un peu faste, donc décroissance, etc. On va parler de ta solution parce que tu as une solution que tu développes aujourd'hui. J'ai juste 2-3 questions avant. Tu en parlais de la décroissance de la consommation d'alcool chez les jeunes. Dans les années 60, on buvait, alors j'ai les chiffres, dans les années 60, on buvait quasi 30 litres de vin par an, en moyenne. Donc là, on parle de tous les adultes. Hein. Aujourd'hui, c'est à peine 10 litres. Est-ce que, comme je le disais en introduction, les jeunes générations, elles boivent plus que de la bière, du kombucha ou du maté, donc du sans-alcool? Pourquoi ils boivent plus de vin, en fait, les jeunes? Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Le produit ne les appelle pas. Ce côté sexiness n'est plus là. Mais sexy dans le produit ou le marketing, par exemple? C'est qu'ils en entendent pas parler ou... On va revenir sur cette chaîne de valeur. Il y a 4 acteurs, un producteur, un grossiste, un détaillant et un consommateur. Si tu prends toute la chaîne. L'acteur le plus important dans cette chaîne, pour toi, c'est qui? Le producteur. Non. Et c'est exactement le problème de notre filiale. Non. Ok. Mais non, c'est même pas le consommateur. C'est le détaillant. C'est lui qui doit acculturer, qui doit transmettre, qui doit dire... Quand tu rentres dans un caviste, tu es là pour partir avec une bouteille parce que tu as ton dîner le soir. Tu vas faire confiance à ton caviste, il va te faire tout le storytelling, il va t'expliquer et tout. Mais lui, il faut le valoriser. Si lui, il a plus de marge sur un vin parce que derrière, le vin, tu vas ressortir, tu vas le trouver très bon. Tu vas voir qu'il est moins cher sur Internet. Mais il va dire, non, ça fait chier, moi j'ai réussi à avoir Louis comme client, il est plus chez moi parce qu'il le trouve moins cher ailleurs. Il n'y a plus de fidélisation. La fidélisation dans la relation client est très importante. Donc l'acteur le plus important, c'est le distributeur du dernier mètre. C'est les mots de Gérard Bertrand, ce mot distributeur du dernier mètre. Et lui, il faut le protéger plus que tout, notamment sécuriser sa marge et l'écouter aussi. Quand tu rentres dans ma boutique, si j'ai que des vins à 300 € alors que ton pouvoir d'achat c'est plutôt 20 €, je vais rien vendre non plus. Tu vas dire c'est trop cher. Donc en fait, il faut l'écouter et derrière que la chaîne redescende via le grossiste qui va venir au producteur en disant mais moi j'ai besoin d'un vin qui soit en prix de vente finale autour des 20 €, 50 € et tout parce que derrière c'est le pouvoir d'achat du client. Tu vois. Donc ça c'est le problème principal. Pour toi c'est le distributeur, le détaillant. Alors, c'est le manque de respect du détaillant. Je reproche pas le détaillant. Mais si tu redonnes de la valeur au détaillant, tu lui protèges sur les prix, tu vas lui permettre aussi d'avoir suffisamment de marge pour aller sur le fondamental numéro 2 qui est l'innovation. Et là, il aurait pu amener les clés d'innovation en amenant du digital marketing, en amenant une nouvelle déco, en ayant les moyens. Aujourd'hui, il faut savoir que la filière vin, ce distributeur, qui soit surtout e-commerçant ou physique, n'a même pas les moyens de faire de l'ADS. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que tu fais connaître. C'est vrai. Et je mets même pas en compte la loi E20, tous ces trucs-là. Il y a toujours des moyens de communiquer un petit peu. Tu vois, la preuve, on communique. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je veux vraiment remettre en cause le système. Okay. Donc, il faut remettre de la marge parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Quand je te dis qu'aujourd'hui, on vend à perte les vins, moi, je suis à la fois un grossiste et un distributeur du dernier mètre qui fait financer ses stocks par ses investisseurs. J'ai besoin de rémunérer tout ça, ce qui est logique, de donner de la performance chez tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Qu'est-ce que tu veux faire? T'arrêtes. Donc, du coup, Thomas Ebrard, avec toute ton expérience, de ta famille depuis des générations, avec Cheval Blanc, de ton expérience personnelle après avoir créé une société qui permet aux gens d'investir dans le vin, connu des crises, des périodes fastes, tu en arrives à une conclusion et surtout à une solution qui est Youainy. Donc, c'est les vins qu'on en déguste depuis le début de ce podcast. En quoi ces vins sont révolutionnaires et permettent de répondre à ces problèmes dont tu me parles depuis tout à l'heure, de la distribution, etc. C'est quoi le concept de Youainy? Alors, je l'ai fait parce que par rapport au système, si moi je veux m'en sortir dans cette chaîne-là, j'ai pas le choix que d'être le produit. Et ensuite de le picouser avec un système vertueux dans lequel je me responsabilise à donner suffisamment de marge aux grossistes et aux détaillants derrière et verrouiller, protéger le système. Et ça, c'est grâce à cette puce NFC qui est là, qui a un usage pour les particuliers, le consommateur final, mais qui a surtout pour moi un usage pour la chaîne de valeur, parce que grâce à ce tag-là, je vais pouvoir récupérer les stocks, les flux, les prix de transaction de l'ensemble de mes partenaires.
Et je fais ça pour les protéger. Donc ça veut dire quoi? Alors là, on voit, il y a une petite puce ici, c'est une puce NFC. Elles sont sur toutes les bouteilles. Ouais. Ça permet quoi du coup exactement? D'avoir toute la traçabilité de la bouteille et récupérer toutes les transactions. Mais comment tu le sais, toi? Parce que mon caviste, par exemple, demain, qui commercialisera ce vin-là, ça sera son élément pour pouvoir enregistrer à la caisse, donc facturer le client final. Et moi, je vais récupérer l'information. Ce qui me permettra de vérifier quels sont ses volumes de vente et surtout de m'assurer qu'il a bien respecté le prix de vente. Un e-commerçant, c'est pareil. Aujourd'hui, Uwine, par exemple, qui est un distributeur de UNI, je suis capable, j'ai l'information derrière. Et si j'ai ça, évidemment, l'information restera confidentielle au sein de UNI, mais ça me permettra d'offrir un tableau de bord à tous et que chacun puisse vérifier que les prix de vente retail sont les mêmes pour tout le monde. Et le consommateur aussi, il peut taguer, il peut scanner la puce ou... Alors lui, il peut scanner. Qu'est-ce qu'il va avoir en scannant? Et c'est là, il faut que je te raconte l'autre élément. Là, je suis allé sur la partie distribution, là, et qui est plutôt la phase de scalabilité. Aujourd'hui, les distributeurs, ils veulent avoir des produits dans lesquels ils sont en confiance sur leur marge. Moi, je le sécurise grâce aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est la scalabilité. Maintenant, on va aller sur l'expérience client. Quelle est la différence? Parce que c'est aussi une disruption totale du marketing sur le produit. Quand tu veux cibler les jeunes générations, tu as deux axes. Soit tu dis, je disrupte le goût. Et il y en a beaucoup qui sont là-dessus. Notamment Bernard Magret, il a disrupté un peu le design, mais surtout le goût des vins. Il a essayé de faire un goût qui correspond un peu plus au goût des jeunes générations. Ah oui, c'est ça, Bernard Magret, il a lancé Bordeaux une cuvée 12, ouais. Bordeaux numéro 12. Ouais. T'en penses quoi là, de ce produit? Beaucoup d'audace, et moi je suis fan de ceux qui testent des choses. 90 ans quand même, hein, Bernard Magret. Il est ouf. Moi je l'adore, c'est un visionnaire hors pair que j'écoute depuis toujours. Chaque année, j'ai mon one-to-one avec lui et on parle un petit peu de marché et tout ça. Lui, il a pris un axe avec Bordeaux 12 où il a volontairement changé le goût du vin. Okay. Moi, je veux respecter les terroirs et je veux respecter les vins tels que je les aime moi. Et donc parce que je considère que nos vins n'ont jamais été aussi bons et aussi durables. Aujourd'hui, ils ne se vendent pas alors que nos vins n'ont jamais été aussi bons. C'est surtout sur Bordeaux. Et donc, en fait, moi, je veux respecter ces vins de terroir et éduquer les consommateurs sur ça. Donc, les vins que tu goûtes, ce sont des vins qui sont typiques de leur région. Donc, tu as trois couleurs. Tu as UAINI, c'est un vin rouge, un vin blanc, un vin rosé, qui sont accessibles en termes de prix et de goût pour les jeunes. 14,95 € le prix sur toutes les plateformes. Ok, et avec, on va en parler aussi après, une communication particulière. Alors, juste avant, moi j'ai un truc. Alors, enfin, tu peux peut-être finir sur. Il faut que je t'explique après. Donc là, sur le goût, déjà, je ne suis pas allé du tout sur la disruption du goût. Okay. Il y en a en Chine, j'ai goûté du vin avec de la liqueur de riz, j'ai goûté du vin avec du cidre, on a goûté du vin avec du café. 1% de café dedans, tu ouvres la bouteille, tu as du café partout. Il y en a qui essayent des choses, c'est pas bon. Le vin sans alcool aujourd'hui, c'est pas à mon goût, mais je crois clairement à ce type de vin, mais il faut que la technologie évolue pour avoir quelque chose de qualitatif. Ouais, sur la bière, par exemple, tu as des trucs très bons sans alcool. La bière, tu es dans un stade, tu bois de la bière sans alcool, ça va très bien. Le vin, on y arrivera un jour, donc je suis plutôt favorable à ça parce que il faut qu'on ait ce type d'alcool parce que je favorise le bon moment et tout. Donc moi, je suis allé sur une disruption totale au niveau marketing. Et c'est là où en fait le projet il est lunaire, c'est qu'en fait c'est tout un univers expérientiel que l'on vend. C'est toute une expérience. C'est à la fois une étiquette qui se déchire, de la gamification, tu vas les déchirer après derrière. J'ai hâte. Ouais. Et c'est aussi un univers d'inspiration, notamment une série vidéo qui est faite avec des épisodes courts de 2-3 minutes. Là on a lancé, pour le moment il n'y a que deux épisodes qui sont sortis en France, mais on en a 4 qui ont été faits, mais l'idée c'est de faire une série avec des centaines d'épisodes et sur lesquels on va suivre une jeune héroïne qui va partir à la quête de la signification de l'étiquette du rouge et en fait, donc elle vient à Bordeaux, c'est un vrai thriller qui va lui arriver, mais l'idée c'est que sur chaque épisode en fait elle va devenir de plus en plus assertive, elle va se développer. Donc c'est un vrai projet de développement personnel que l'on propose via cette série et via tout ce qu'il y a comme symbole sur l'étiquette. Donc ça c'est une première, mais vous êtes les premiers à avoir créé en fait tout un storytelling, une histoire en utilisant l'intelligence artificielle. Vous avez créé une série autour de votre vin, c'est ça? Ouais, c'est génial. On a créé tout un univers un peu à la Lego, Marvel, Disney. On est sur quelque chose et avec des fondamentaux qui sont très forts. Mes conseils qu'on a derrière, ils disent mais ce que vous avez fait là avec UNI, c'est une marque. C'est quelque chose qui peut avoir une amplitude. Tout a du sens. Pourquoi l'apostrophe, le nom UNI, qui veut dire The Best for You en chinois?
le poème qu'il y a sur l'étiquette, qui est un poème très fort, qui veut aller vers le better and happier. Je t'ai expliqué pourquoi j'avais besoin de progresser. Ben voilà, c'est pour être plus heureux. Et donc, toute l'idée, c'est de donner des tips, tout ça. On a créé un univers auquel on mise beaucoup, quoi. Ok, alors, donc là, c'est la partie que j'attendais. Donc, vous avez créé quelque chose de révolutionnaire dans le vin, en tout cas en termes de marketing. Alors moi, j'assimile ça, c'est un peu un mélange entre les Fortune Cookies, parce qu'il y a un petit message visiblement personnalisé, et en plus, un mélange selon moi avec le jeu de Monopoly qu'on peut avoir au McDo, où on peut gagner et gratter. Donc là, sur chaque bouteille, en fait, on va pouvoir tirer, je vais le faire en live, je tire où? Je tire ici, là, comme ça, là? Ouais. Et en dessous, donc déjà, je vais avoir une phrase pour moi. Fais attention à prendre les 2 petites encoches. C'est-à-dire Ouais. là, comme ça, là? Il faut que les 2 suivent. Vas-y, tu tires. Donc déjà, on découvre une étiquette qui a un très beau design. On dirait soit des bois de serre, soit un arbre, soit du feu, je sais pas. Et donc là, je peux gagner quelque chose, c'est ça? Et je le vois où, ça? Alors voilà, c'est là tu es sur la V1 de l'étiquette. Là, tu n'as pas gagné parce que tu n'as pas de code. Ah, j'ai rien, là, merde. Il y a une chance sur 300 de gagner une bouteille et on peut offrir un premier cru classé. Ok. On a dans ce prix de revient, il y a un budget pour pouvoir offrir cette bouteille. Et donc, il y a une chance sur 300 sur les étiquettes. On parlera après des tickets à gratter qui sont à côté. Et donc, en fait, là, c'est vrai que sur la V1, mais il n'y a rien. Donc, si tu n'as pas de code, tu n'as rien gagné. Et c'est là où on est sur la V2 parce qu'on est déjà en fin de stock sur cette... Ça, vous avez tout vendu? Tout vendu, là. Ouais. Et donc, sur la V2, on aura systématiquement à la fois une citation qui nous a inspiré, et aussi un code qui nous permettra d'accéder, et un QR code, donc on a accédé sur le site, et là il y aura une petite loterie qui permettra de gagner. Et il y aura 80% de chances de gagner quelque chose. Alors ça va être des discounts, ça va être peut-être des goodies, mais sur la bouteille, ça va rester toujours une chance sur 300 de gagner une bouteille. Mais au moins il y aura forcément... chaque étiquette sera unique, c'est-à-dire que les citations seront aléatoires, il y en aura 88 sur la V2. Je vais continuer parce que ce concept, il est vraiment inédit. Donc là, j'ai pas gagné. Alors par contre, donc une phrase, il y en a 88, c'est ça que vous avez compilé sur la deuxième version. Et si quelqu'un, tu m'as dit, collectionne les 88, ils reviennent vers toi et ils ont un énorme cadeau. Là, je leur offre une bouteille de Pétrus, là c'est le Graal. On va y aller là. Donc vous entendez bien, si vous avez toutes les citations, les bouteilles de You, vous pouvez gagner une bouteille de Pétrus. Et les citations, on les appelle les apostrophes, parce que tu as vu que tu as un poème d'apostrophe, je te propose de le lire. Alors l'apostrophe est une invitation à découvrir ce qui ne se voit pas au premier regard. Osez le révéler, dites qui vous êtes sans filtre. Être heureux, c'est devenir l'auteur de son propre destin, c'est utiliser les obstacles et nos erreurs pour progresser et mieux nous projeter dans l'avenir. Cette apostrophe You que vous allez déguster est là pour vous rappeler de ne jamais abandonner, d'être heureux. C'est beau. Et ça, c'est la même à chaque fois? C'est le même, et elle sera dans la langue, parce que l'idée c'est de faire toute une gamme, la langue d'origine du vin. Donc si demain on a un vin italien, ce que j'espère avoir, un vin de Ningxia, tu vois, un vin chinois, tu auras l'apostrophe dans la langue d'origine. Donc avec ça, le but c'est de cibler vraiment les jeunes consommateurs autour d'une histoire avec de l'IA, autour d'une gamification, du gambling aussi un petit peu pour gagner des lots, c'est toujours très intéressant, les gens sont très sensibles à ça. Et un produit par contre sur lequel t'as pas forcément trop innové dans le sens où tu veux quelque chose de typique, c'est ça? Je veux vraiment valoriser les terroirs. Okay. Avec des vins évidemment accessibles, des gammes, parce qu'on aura 4 gammes différentes. Là, on est sur les entrées de gamme qu'on appelle Emergent Gem. Mais on aura Rising Star, je te l'ai décrit tout à l'heure, donc des vins plutôt entre 20 et 40 euros, Famous Second et Legend. Donc on s'est créé notre propre univers de catégories de vins, et l'idée c'est de créer ses propres catégories. Et la sous-étiquette que tu vois ici, si tu fais le rosé, tu vois, elle est un petit peu différente. On aura des environnements qui sont de plus en plus complexes. Plus le vin sera en gamme, plus on va créer un univers derrière. Et l'idée c'est que, évidemment, c'est de partir à la chasse, d'aller découvrir pourquoi c'est Alors attends, j'ai plusieurs questions là. Déjà, est-ce que vous savez en amont ce qu'il y a derrière les étiquettes ou pas? Vous avez moyen de le savoir? Non, on sait rien. Ah, on sait pas. C'est beau, hein. Donc là, c'est quoi? C'est une apostrophe. Ah, c'est l'apostrophe avec une jeune femme, ce rouge à lèvres. Magnifique, c'est très beau. Et Donc ouais, tu peux pas savoir. Non, en fait, alors sur la V1, comment ça avait été fait, c'est qu'ils ont d'abord fait les lots avec les on appelle ça le Golden Label, et ensuite ils les ont mis dans les cartons de façon aléatoire. Donc déjà nous on n'était pas là pour ça. La V2, par contre, c'est beaucoup plus simple vu que toutes les étiquettes sont indépendantes. On a réussi à mettre de façon aléatoire la citation et le code. Et donc en fait, c'est le code, c'est la gestion du code. Donc nous on ne sait pas les codes qu'il y a sur les étiquettes. Par contre, on sait, parce que maintenant c'est sur notre RP, chaque code à quoi il est gagnant derrière. Donc en fait, nous, on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe derrière. J'ai une deuxième question. Là, tu as un produit avec des lots à gagner, comme un jeu à gratter, etc. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, si tu vends un consommateur final, c'est lui qui va tirer l'étiquette, mais qu'est-ce qui
qui empêche, par exemple, si tu vends ça à des restaurateurs, c'est le barman qui va tirer l'étiquette. Alors voilà, ça tant mieux pour lui. Alors, mais il y a aussi, là tu as la bonne transition avec le ticket à gratter qui est là. C'est qu'en fait, on s'est retrouvé dans ce cas. On était à la Student Cup il y a 15 jours. Et donc on s'est dit, mais les gens ils consomment au verre. Donc on veut leur mettre cette petite gamification. Donc les filles qui sont juste à côté, là, Solange et Marie, ont créé un petit univers avec ce ticket à gratter. Et donc c'est exactement la même chose, ticket à gratter et le QR code. Et là, avec la loterie qui arrive derrière. Alors là, évidemment, c'est pas une chance sur 300 de gagner une bouteille, c'est une chance sur 1800 de gagner la bouteille, parce que c'est un verre. Pour moi, une bouteille, c'est 6 verres. Et voilà, donc c'est exactement le même principe, mais pour ceux qui vont acheter au verre. Donc attends, donc ça veut dire que ce petit ticket là, c'est génial, c'est du jamais vu. Quand tu vas acheter un verre dans un restaurant ou dans un bar, le barman doit te donner ce ticket. Nous on va offrir les tickets au restaurant. Même question, le barman, peut-être que c'est lui qui va le gratter, quoi, du coup. Mais si, comment on va le suivre? Comme moi, je vais savoir les niveaux de consommation. Ouais. Si derrière, je vois que les tickets sont là alors que les vins n'ont pas été vendus, je vais me poser des questions. Et puis surtout, il faut leur vendre comme un concept, justement, pour le consommateur. C'est pour ça, leur dire, regardez, aujourd'hui, en plus, on a... Alors attendez, moi, je vais gratter, là. Je peux gratter ou pas? Ça marche? Ouais, tu peux. Prends ta fourchette, tiens. Une chance sur 1800, si j'y arrive. Tu les gardes après. Hein. Ah, ça, c'est génial, du coup. J'aime beaucoup le concept, je connaissais pas. Et attends, et du coup... Donc tu as un code, tu vois. Et là, j'en fais quoi du code? Tu scannes le QR code, tu vas arriver sur la page du Golden Label, tu mets le code, tu mets ton email et tu as une petite loterie là, c'est comme au casino, et tu vois ce que tu gagnes. C'est génial, c'est un super concept. Tu vois, dans les restaurants, c'est aussi d'inciter, de dire, l'idée c'est d'arriver vraiment, on vend d'abord une expérience. Le modèle, c'est que le sommelier qui est là, il y en a 4 restaurants en Chine, tu vois, qui ont commencé à référencer Yueni, sauf qu'aujourd'hui, ils vendent pas de vin. Le sommelier, tu te demandes quelle est sa raison d'être, mais pas les nôtres, hein, tout court. L'idée, c'est qu'il puisse dire, au lieu de dire, est-ce que vous voulez du vin et se prendre une bâche, c'est dire, est-ce que vous voulez lire une expérience? Et là, il offre le ticket. Et les gens, ils vont arriver, parce qu'avec le code, tu vas arriver aussi sur la série vidéo. Donc ils vont pouvoir voir un épisode, c'est des épisodes de 2-3 minutes, donc ils en regardent un ou deux, le temps que le repas soit préparé. Et ensuite, il revient en disant, maintenant, il gratte le truc, il voit s'ils ont gagné, est-ce que vous voulez continuer l'expérience? Parce que moi, j'ai les bouteilles derrière. Et tout l'enjeu, c'est faire passer ce moment, cet acte où le vin, finalement, n'est plus du tout dans le moment de repas, de consommation, le redonner du sens et le relancer et que la bouteille revienne sur une table des consos. Et du coup, question très importante, comment on fait pour se procurer ces bouteilles pour les gens qui nous écoutent? Vous avez un site de vente en ligne Alors là, je parle de Yueni en tant que Yueni, parce que là, on est en train de filariser Yueni. Donc Yueni va avoir sa propre histoire avec ses propres distributeurs. Donc tout l'enjeu, c'est de ramener du trafic sur Yueni, notamment via nos fameuses séries vidéo. Et derrière, on va communiquer sur nos distributeurs. Donc pour le moment, Uwine, évidemment, est le premier distributeur de Yueni. On va aussi le vendre sur Vivino. Et c'est déjà en vente là ou pas? Oui, sur Uwine, oui. Uwine.fr, de toute façon, on a tous les URL. Okay. Ou .com, c'est pareil. Ou sur le site Yueni, on a directement l'accès sur Uwine derrière. Et là, on a déjà des distributeurs, je ne peux pas les nommer encore, mais on a, suite à Wine Paris, on a Arnaud, notre directeur, notre CEO, là, responsable des opérations et qui va gérer tout le business et tout. Il a présenté ça à des distributeurs plutôt retail physique, mais des grosses chaînes. L'effet waouh a été unanime sur tous. Il y en a un peu traditionnels qui disent non, moi je favorise une marque de vignerons propriétaires et tout ça, et c'est ok avec leur ça. ADN, Par contre, des très très grosses enseignes ont dit mais c'est ça, c'est l'avenir, go, on y va. Et donc on va rentrer là prochainement, c'est pour ça qu'on est sur la V2, là d'ici 2 mois, cet été, on va être dans des grosses chaînes de distribution. Et ça, c'est le boom. Donc évidemment, on teste au début parce qu'ils ne vont pas nous ouvrir leurs 300 ou 500 boutiques dès le départ. Et l'idée, c'est d'arriver avec eux. Et donc demain, tout le trafic qu'on a sur Yueni grâce à la série, ce trafic-là va être dispatché de façon faire sur l'ensemble des distributeurs. Donc c'est génial. Donc bientôt, on va voir Yueni partout. Dans les caves, ouais. Dans les caves. À 14,95 €. Toujours 14,95 €. Et ça, c'est figé. Ok. Qui est le même prix sur les sites partout pareil. Okay. Et c'est le NFC qui va me permettre de contrôler ça. Okay. Ça va être plutôt c'est plus pour 2027 d'équiper nos distributeurs. Yuan est déjà équipé de la technologie pour donner la data, mais les distributeurs physiques, on a prévu ça en 2027. Au départ, on est encore sur le test sur 2026, mais après, derrière, il n'y aura pas le choix. Tout le monde devra nous donner à Yuan la data pour protéger les distributeurs sur leur marge qui est méritée et leur donner les moyens de faire la promotion de ce vin-là derrière. Et nous, on les accompagne grâce à la série, les petits tickets à côté, voilà. Puis c'est une super manière aussi, même parfois, tu vois, d'arriver chez des potes à dîner, d'amener une bouteille avec tout de suite une petite animation, quoi.
C'est top. Bah, super produit. Écoute, on a, je pense, fait le tour de pas mal de questions hein, aujourd'hui là sur le vin en règle générale, l'investissement. Ton produit avec ta réponse, un produit qui est innovant, qui est très bon aussi. Hein, on a pu le goûter. Très typique, très frais. Alors on a goûté le rosé et le blanc. C'était voilà, j'ai beaucoup aimé le sémillon. Je finirai juste par une dernière question. Alors même deux questions, on va dire, qui est une question projective. Dans 10 ans, pour toi, le vin, ça devient quoi? Un produit culturel, un produit de luxe, un produit en déclin ou totalement abandonné? C'est quoi la vision? Ta question est absolument géniale. Moi, je crois que ça va devenir au cœur de nos modèles sociaux. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une phase de transition, par contre, qui va être très douloureuse. Hein. On voit que nos modèles aujourd'hui, politico, sociaux, économiques derrière, sont basés sur le fait que j'ai plus d'enfants qui vont payer mes retraites et ma sécu. Pour faire simple, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on fait moins en moins d'enfants, et dans le monde, c'est pareil. Et donc, il faut trouver des éléments qui vont amener cette productivité, parce que c'est pas les enfants qui financent les retraites, c'est le travail qui est réalisé par eux qui est généré pour payer nos retraites. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver, c'est l'IA et les robots humanoïdes qui vont faire le travail à notre place. Et donc, ce sont des choses, des machines, des outils de productivité qui sont moins chiantes, plus productifs et plus efficaces et plus smart. Donc c'est juste l'avenir. Et donc en fait, on va remplacer l'homme par ces machines-là. Et donc évidemment, il faut les taxer. Comme tu taxes un salaire, il faudra taxer ton robot humanoïde derrière. Et arriver vers le revenu universel. Si on n'a pas ça, c'est la guerre mondiale. Hein. C'est une vraie dystopie après là, sinon. Et donc, il va falloir trouver aussi une raison d'être de l'homme, plus qu'il y a des machines qui travaillent mieux et de façon mieux surtout que nous. Et en fait, la seule chose qui va nous distinguer de la machine, pour moi, c'est la philosophie, le bien-être, la prise de conscience de soi. Et donc, on va arriver, typiquement, si tu prends l'Antiquité, parce que la productivité était amenée par des esclaves. Hein. Ils faisaient des guerres pour avoir de plus en plus d'esclaves. Tu n'aurais pas eu les pyramides si tu n'avais pas des esclaves qui faisaient le boulot pour toi. Tu vois. Et donc, en fait, tu vas te retrouver sur des civilisations qui vont être plutôt oisives, qui vont penser à elles, qui vont philosopher, parce que la philosophie, qui vont nous créer nos modèles de demain. Et pour ça, le vin est au cœur des discussions, au cœur de tout. Donc je suis convaincu que le vin va revenir au cœur de nos civilisations avec des discussions comme on peut avoir là. Et alors pour compléter ton propos, c'est hyper intéressant. Moi j'ai vu une vision un peu de l'avenir qui était la place de l'homme dans nos sociétés futures. C'est celle de l'imperfection. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'une IA va être capable de reproduire ou de créer même une musique qui va être parfaite, peut-être plus tard un vin qui va être technologiquement parfait. Finalement, c'est peut-être ça, l'avenir, c'est en fait cette faille qu'a l'homme à créer des erreurs, en fait, qu'on peut retrouver dans le vin aussi. C'est ça en fait qui fait la beauté de l'humanité, quoi. C'est exactement, et donc la philosophie a toujours été là-dessus, c'est toute la question, l'homme, qui il est, sa place dans ce monde, comment moi je suis par rapport aux autres. Je pense qu'on sera aussi des civilisations beaucoup moins connectées avec les outils, parce que justement on aura plus de temps pour réfléchir à nous-mêmes, à qui on veut être, on prendra soin de nous. Une machine, elle n'a pas besoin de prendre soin d'elle. Non, c'est clair. Faire un ultra-trail, elle n'en a rien à faire, quoi. On lui dit, vas-y, cours, voilà, il me mettra une branlée elle n'a pas cette notion de plaisir, quoi. Mais nous, on aura ça. Et donc, on aura... Je suis très, très confiant sur les générations d'après. Moi, je pense qu'il faudra choisir un camp tout de même. Je te le disais quand on était au téléphone la dernière fois. Je pense qu'il y aura deux grands mouvements. Un qui sera plutôt transhumaniste, innovation à outrance, etc., où les gens vont vouloir essayer de vivre 150 ans en prenant des médicaments microdosés, etc., arrêter l'alcool, etc. Et l'autre, une frange peut-être plus épicurienne, plus imparfaite, celle à laquelle j'aspire, et j'imagine que toi aussi, faite de quand même d'équilibre, hein, prendre soin de soi, mais aussi savoir savourer les moments, et que la vie est de la saveur, quoi. C'est d'être heureux, quoi. Si on arrive, parce qu'aujourd'hui le monde est basé quand même sur l'argent, et c'est l'argent qui nous permet d'avoir un peu un niveau matériel et surtout de nous nourrir, de loger et tout ça. Si demain cet argent provient via le revenu universel et tout, et évidemment il y en a ceux qui ont créé des boîtes, d'ailleurs aujourd'hui il vaut mieux être créateur de boîtes qu'être quelqu'un de la production, parce que c'est les robots qui vont nous disrupter. Donc évidemment eux ils vont être ultra riches, mais c'est ok. Moi j'ai pas de problème à ce que, je sais plus quelle est la fortune, c'était annoncé hier d'Elon Musk, je crois. 800 milliards. 800 milliards, c'est ça.
Je sais même pas ce que c'est, 1 milliard, 800 milliards, 100 millions, pour moi c'est pareil. Je n'ai pas besoin de ça, on s'en fout. Et je suis très content pour lui, et il le mérite, vu tout le génie qu'il est. Mais derrière, l'important, c'est que chacun ait un peu au moins la base. Et là tu n'auras pas de guerre, tu auras tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, le temps qu'on passera, parce qu'il faudra se trouver une raison d'être à exister, alors que les machines sont plus smart que nous. Mais pour moi, c'est cette imperfection, comme tu le dis. Et le vin fait partie de ces moments. Ouais. Et tu vois, You&E, c'est beaucoup. Elle est basée sur notre histoire entrepreneuriale, sur des messages qui sont forts, l'humilité. Tu vois, ce qu'on n'a pas parlé sur You&E, mais moi, j'ai été sauvé par nos clients parce que j'ai osé dire, je suis dans la merde. Aidez-moi. Et nos clients, ils nous aident chaque jour. Une vision imparfaite. Et on repart aujourd'hui à ça. Mais exactement, dire voilà. Et derrière, parce qu'on est tous pareils. T'arrives, tu me dis, j'ai ça comme galère, je vais me retrouver en toi. Et Li Wei, notre héroïne dans notre série, c'est exactement ce personnage-là. C'est toi, c'est moi, c'est cette personne imparfaite qui veut progresser. Donc avant de terminer, on a parlé de plein de sujets, y compris à la fin, on a même philosophé. Je t'avais demandé d'amener un objet. Donc c'est un objet qui te tient à cœur. Montre-moi cet objet, puis explique-moi un peu. J'ai triché, je t'en ai amené 2. Celui-là, il est toujours sur mon bureau. Je te laisse le découvrir. Ah, magnifique. C'est un bouchon de cheval 47. C'est le rappel à l'histoire. L'un des vins les plus mythiques, déjà de cheval blanc et de tout Bordeaux. Et voilà. Et le deuxième, je t'ai pris mes lunettes qui sont sur lesquelles j'ai fait graver. Je te laisse le lire ici, qui est mon mantra, et j'ai envie d'essayer d'inspirer chacun et chacune autour derrière. Better and happier. Better and happier. Voilà. Moi, je cours pour ça. Je progresse pour ça, je me bats pour ma famille, mes enfants, ma femme. Et better and happier. Le progrès, c'est l'élément clé pour je te laisse les mettre. Mais tu veux que je les mette, ouais. Donc ça, c'est avec ça que tu cours tes ultra trail. Et donc ceux-là, tu les as gardés. Okay. Là, je pense que pour l'UTMB, parce que j'ai la chance d'avoir été sélectionné pour l'UTMB fin août, je vais prendre des lunettes un peu plus adaptées, parce que celles-ci, elles tombent un peu, tu vois, tu peux pas les mettre dessus, elles tombent derrière. Donc je vais avoir les lunettes de vitesse, tu vois, on appelle ça comme ça. Donc ça, c'est un peu... Je mettrai Better and Happier dessus, ça c'est sûr. C'est un peu les deux trucs de ta vie, en tout cas professionnelle et personnelle. Tu as évidemment ta famille, on en parlait tout à l'heure. Et puis donc le sport et le pinard. Le plus grand vin que tu aies bu, du coup, c'est donc celui-là, chargé d'histoire et de goût peut-être, je sais pas, mais... Non, chargé d'histoire, de goût. Cheval blanc 47, magnifique. J'en ai beaucoup entendu parler, d'ailleurs je t'ai posé une question dessus tout à l'heure. Ouais. Tu préfères boire un cheval blanc 47 ou finir l'UTMB? Et hyper intéressant, donc je vais mettre tous les liens dans la description vers YouWine, You&E, votre série IA, toutes les informations, vous pouvez les retrouver directement dans la description. Le podcast touche à sa fin, je pense qu'on a couvert énormément de sujets. Merci Thomas d'avoir partagé ce moment avec moi, un moment autour du vin, des bonnes choses. Vous pouvez nous retrouver, pareil, je mets tous les liens sur les réseaux sociaux, podcast sans modération. Les prochains épisodes arriveront bientôt avec plein d'autres sujets qu'on continue de traiter sur les vins spiritueux. Et en attendant, je vous invite à aller regarder tous les vins et tous les concepts de Thomas et de YouWine, parce qu'il y a énormément de choses. Merci à toi et à bientôt. Merci Louis.